Sous les sables immobiles de Gizeh, un monument défie le temps. La grande pyramide se dresse depuis des millénaires comme si elle avait toujours été là. Un vestige d'un savoir oublié, un message gravé dans la pierre par des mains dont nous ne connaissons plus le nom. Les Égyptiens l'ont honorée, étudiée, utilisée, mais l'ont-ils vraiment construite? Et si son origine appartenait à une époque bien plus ancienne, à une civilisation disparue dont l'histoire s'est effacée avant même que l'histoire ne commence? Chaque bloc, chaque mesure, chaque orientation semble parler une langue qui précède la mémoire humaine. C'est une énigme silencieuse, et son secret pourrait bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Sous le soleil impitoyable d'Égypte, là où le vent du désert chuchote des secrets qu'aucune langue humaine ne sait plus traduire, s'élève un colosse silencieux. La grande pyramide de Gizeh, massive et implacable, se dresse depuis un passé si lointain qu'il échappe presque à l'imagination. Elle n'est pas simplement une œuvre d'ingénierie ou un symbole funéraire, elle est un témoignage d'une époque dont les contours se dissolvent dans l'ombre de l'oubli. On nous dit qu'elle fut construite vers 2560 avant notre ère, au cœur de l'ancien empire égyptien, sous le règne du pharaon Khéops. Pourtant, à mesure que la science affine ses outils et que les chercheurs questionnent les certitudes héritées, cette chronologie se fissure. Et dans ces fissures s'infiltre un doute profond. Et si la pyramide était bien plus ancienne que ce que l'histoire officielle raconte? Depuis des siècles, elle attire l'attention des érudits, des explorateurs, des mystiques et des rêveurs. Chacun y projette ses hypothèses, ses désirs ou ses croyances. Mais derrière les théories et les débats, une vérité demeure. Nul ne peut affirmer avec certitude qui posa la première pierre, ni à quel moment de l'histoire humaine cela eut lieu. Les documents contemporains à sa construction sont rares, presque inexistants. Les textes qui nous sont parvenus ont été rédigés bien plus tard, lorsque la mémoire des bâtisseurs s'était déjà effacée. Même Hérodote, l'historien grec qui visita l'Égypte au 5e siècle avant notre ère, ne pouvait que relayer des récits oraux dont l'authenticité reste incertaine. Cette absence de preuves directes ouvre la porte à une possibilité troublante, que la Grande Pyramide ne soit pas un produit de l'Égypte dynastique, mais le vestige d'une culture beaucoup plus ancienne. Certaines pierres, notamment celles de la base, présentent des traces d'érosion qui, selon certains géologues, pourraient remonter à une époque où le climat égyptien était bien plus humide, des milliers d'années avant l'Ancien Empire. Si cela s'avérait exact, cela signifierait que l'édifice précède l'apparition même de l'écriture, et peut-être même l'émergence de la civilisation telle que nous la concevons. Ce scénario n'est pas sans précédent. Partout dans le monde, les chercheurs ont découvert des structures qui semblent défier les chronologies établies. Temples enfouis sous la jungle, mégalithes surgissant des landes, cités englouties sous les mers. Chaque fois, ces découvertes nous rappellent que l'histoire humaine n'est peut-être qu'un fragment d'un récit bien plus ancien. Göbekli Tepe, en Anatolie, en est un exemple frappant. Daté d'environ 11 600 ans, ce sanctuaire monumental a été érigé par des sociétés encore qualifiées de pré-agricoles, censées ne pas avoir les connaissances nécessaires pour entreprendre de telles constructions. Si une telle prouesse fut possible à une époque si reculée, pourquoi la Grande Pyramide ne pourrait-elle pas, elle aussi, être l'œuvre d'une civilisation oubliée? Le débat dépasse les simples pierres. Il touche à une question plus profonde. Que savons-nous réellement de notre passé? Les manuels d'histoire nous présentent une progression linéaire, de la préhistoire à la civilisation, comme si l'humanité avait avancé pas à pas vers la complexité. Mais la pyramide suggère une autre histoire, celle de savoir qui aurait pu apparaître, s'épanouir, puis disparaître bien avant que les Égyptiens n'élèvent leur temple. Et ses proportions parfaites, son orientation presque exacte vers les points cardinaux, la précision de son plan, tout cela semble indiquer un degré de connaissance qui dépasse les capacités attendues d'une société de l'âge du bronze. Certains chercheurs, parfois qualifiés de marginaux, avancent l'idée d'une civilisation mère, antérieure à toutes celles que nous connaissons. Ils évoquent un peuple dont les traces ont été effacées par des cataclysmes, des changements climatiques ou simplement par le passage inexorable du temps. Des mythes anciens, de Sumer à l'Égypte en passant par la Grèce, parlent d'âge d'or et de sociétés disparues. Ces récits, longtemps considérés comme des fables, pourraient-ils être les échos déformés d'une réalité oubliée? Même les traditions égyptiennes elles-mêmes laissent planer le doute. Dans les textes anciens, il est fait mention d'un temps primordial appelé Zep Tepi,
la première fois, une ère mythique où des êtres semi-divins auraient apporté les fondations de la civilisation. Pour les égyptologues classiques, il ne s'agit que d'un mythe cosmogonique, mais d'autres y voient la mémoire altérée d'une époque très ancienne, celle-là même qui aurait vu la construction des grandes structures mégalithiques. Si tel est le cas, la Grande Pyramide pourrait être bien plus qu'un tombeau. Elle serait un héritage transmis d'une humanité que nous ne connaissons plus. À mesure que l'on pénètre dans les entrailles de ce monument, le mystère s'épaissit. Ces couloirs étroits, ces chambres silencieuses, ces passages secrets, semblent être conçus pour défier toute tentative de compréhension. La chambre du roi, au cœur de l'édifice, est dépourvue de toute inscription, de tout ornement. Contrairement à la plupart des tombeaux royaux, elle ne célèbre aucun nom, aucune gloire. Pourquoi un tel dépouillement, si ce lieu avait été conçu pour abriter l'éternité d'un pharaon ? Cette absence de récit gravé dans la pierre pourrait indiquer que la pyramide avait une fonction très différente de celle qu'on lui attribue traditionnellement. Peut-être n'était-elle pas un tombeau, mais un instrument, un outil rituel, un observatoire céleste, ou même un dispositif de transmission de connaissances. Les alignements astronomiques de la pyramide renforcent cette hypothèse. Son orientation vers les points cardinaux est d'une précision remarquable, presque inexplicable avec les moyens supposés de l'époque. Certains chercheurs ont suggéré qu'elle reflétait une connaissance approfondie du ciel, bien antérieure aux relevés astronomiques connus. Si tel est le cas, cela impliquerait que les bâtisseurs, quels qu'ils soient, ont possédé une compréhension du cosmos que l'on ne retrouvera que bien plus tard dans l'histoire humaine. Rien de tout cela ne constitue une preuve définitive. La science moderne reste prudente, parfois sceptique, mais elle ne peut nier que de nombreuses questions demeurent sans réponse. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement de la Grande Pyramide. Elle nous rappelle les limites de notre savoir. L'histoire n'est pas une ligne droite, mais un océan profond dont nous ne voyons que la surface. Sous ces vagues sommeillent dans des continents entiers de mémoire, des mondes disparus dont les vestiges émergent parfois sous la forme d'un monument de pierre, immobile et éternel. Peut-être alors, la Grande Pyramide n'est-elle pas simplement un chef-d'œuvre d'ingénierie antique? Peut-être est-elle un message adressé à ceux qui viendraient longtemps après, un message que nous peinons encore à déchiffrer. Dans le silence qui émane de ces pierres, il y a une invitation. Regardez plus loin que nos certitudes, écoutez les échos du passé qui résonnent sous nos pieds. Car il se pourrait bien que l'histoire de l'humanité soit bien plus vaste, plus ancienne et plus mystérieuse que nous ne l'avons jamais imaginé. Ainsi, au-delà du temps et des théories, la Grande Pyramide demeure impassible. Elle est à la fois question et réponse, mémoire et énigme. Et dans son ombre, une vérité se dessine. Notre civilisation n'est peut-être pas la première à avoir cherché à comprendre les lois de l'univers. D'autres l'ont peut-être fait avant nous, et leur héritage, gravé dans la pierre, se dresse encore aujourd'hui sous le ciel d'Égypte. Le voyage ne fait que commencer. Pour comprendre ce que ce monument nous murmure, il faut désormais explorer les failles dans ce monde lentille de nos chronologies, là où les certitudes s'effritent et où le temps révèle ses secrets les plus anciens. C'est là que nous irons, pas à pas, dans les profondeurs du passé. La chronologie officielle de l'Égypte ancienne se présente comme un édifice solide, une succession ordonnée de dynasties et de règnes soigneusement datés. On nous enseigne que Khéops, pharaon de la 4e dynastie, fit ériger la Grande Pyramide vers 2560 avant notre ère, dans une époque que l'on associe volontiers à l'apogée de l'Ancien Empire. Cette affirmation est répétée depuis des générations, inscrite dans les manuels, gravée dans l'imaginaire collectif. Pourtant, lorsqu'on retire les couches de certitude accumulées au fil du temps, on découvre que cette chronologie repose sur des fondations étonnamment fragiles, car elle n'est pas le fruit d'une preuve directe, mais d'une série d'interprétations, de recoupements, parfois de conjectures. La datation de la pyramide ne repose pas sur des inscriptions laissées par ses bâtisseurs. Aucun texte contemporain n'a jamais été découvert qui décrive sa construction ou qui attribue explicitement son édification à Khéops. Les rares mentions du nom du pharaon, retrouvées à l'intérieur de la structure, sont peintes à la hâte sur les pierres de décharge et ne constituent pas une preuve irréfutable. Certains spécialistes soupçonnent même qu'il puisse s'agir d'ajouts ultérieurs, réalisés des siècles après l'achèvement du monument. En d'autres termes, la chronologie qui place la pyramide dans le règne de Khéops n'est pas une certitude historique. Elle est une hypothèse, devenue au fil du temps une vérité acceptée. Cette fragilité s'étend bien au-delà de la pyramide elle-même.
La chronologie égyptienne tout entière repose en grande partie sur des listes royales compilées bien après les événements qu'elles décrivent. Les plus célèbres d'entre elles, comme la liste d'Abydos ou celle de Saqqara, ont été rédigées à des fins religieuses ou politiques, souvent des siècles après les règnes qu'elles consignent. Elles présentent des lacunes, des omissions, parfois des contradictions flagrantes. Les prêtres rédacteurs pouvaient choisir d'effacer certains souverains jugés indignes ou d'en glorifier d'autres pour servir les intérêts du moment. La précision chronologique que nous leur attribuons aujourd'hui est donc, en grande partie, une reconstruction moderne. Même les datations dites scientifiques ne sont pas exemptes de limites. La méthode du carbone 14, souvent évoquée comme un outil infaillible, ne peut s'appliquer directement à la pierre. Lorsqu'elle est utilisée, c'est sur des matériaux organiques trouvés à proximité, des morceaux de bois, des fibres végétales, des restes de charbon. Mais rien ne garantit que ces éléments soient de contemporains de la construction. Ils peuvent provenir d'occupations postérieures ou avoir été déplacés au fil des siècles. Ainsi, la fourchette chronologique obtenue n'est jamais qu'une approximation, sujette à interprétation. Cette incertitude chronologique ne se limite pas à Gizeh. Dans de nombreux sites antiques, les dates établies les reposent sur des indices indirects. À Stonehenge, par exemple, la datation repose sur les restes organiques enfouis dans les fosses autour du monument. À Tiahuanaco, en Bolivie, certains blocs monumentaux pourraient être bien plus anciens que la civilisation à laquelle on les attribue traditionnellement. Ces exemples illustrent une réalité souvent ignorée. La chronologie de l'Antiquité n'est pas une science exacte, mais une architecture de probabilité. Or, si les bases de cette architecture sont fragiles, tout l'édifice de notre histoire peut vaciller. Si la Grande Pyramide n'a pas été construite vers 2560 avant notre ère, alors son contexte change radicalement. Elle pourrait appartenir à une ère plus ancienne, peut-être antérieure même à l'émergence de la civilisation pharaonique. Cela impliquerait que des peuples inconnus, dotés d'un savoir et d'une organisation impressionnants, existaient bien avant l'Égypte classique. L'histoire ne serait alors plus une ligne droite menant du primitif au complexe, mais une série de cycles avec des âges d'or oubliés et des effondrements successifs. De nombreux chercheurs indépendants ont tenté de reconstituer ces chronologies perdues en se basant sur des indices astronomiques. La disposition des 3 pyramides de Gizeh, par exemple, évoque la position des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Or, cette correspondance était plus précise si l'on remonte à une époque située plusieurs milliers d'années avant l'Ancien Empire. Certains y voient la preuve que la construction fut planifiée selon des repères célestes bien antérieurs à Khéops. D'autres avancent que les traditions orales et les textes mythologiques égyptiens, lorsqu'ils parlent d'un temps primordial ou d'une première fois, pourraient être des souvenirs déformés d'une époque révolue. Mais ces hypothèses sont souvent rejetées, non parce qu'elles manquent de cohérence, mais parce qu'elles dérangent l'ordre établi. Les disciplines académiques, comme toute structure humaine, ont leurs dogmes, leurs résistances. Reconnaître que la pyramide pourrait dater d'une époque pré-dynastique reviendrait à réécrire une partie considérable de notre histoire. Cela impliquerait de revoir nos idées sur l'évolution des sociétés, sur l'émergence de la technologie, sur la diffusion des savoirs. C'est un chantier colossal et il est plus facile pour beaucoup de maintenir l'ordre chronologique actuel, même s'il repose sur des bases fragiles. Pourtant, le doute continue de croître. Chaque nouvelle découverte archéologique, chaque réévaluation scientifique apporte son lot de questions. L'archéologie moderne reconnaît aujourd'hui que des sociétés complexes ont pu exister bien avant ce que l'on pensait possible il y a un siècle. L'exemple de Göbekli Tepe, en Anatolie, construit alors que l'humanité n'avait théoriquement pas encore inventé l'agriculture, a bouleversé toutes les certitudes. Si un tel site a pu exister il y a plus de 10 000 ans, pourquoi pas une structure monumentale sur les rives du Nil, issue d'une culture tout aussi ancienne ? La fragilité des chronologies historiques nous rappelle que l'histoire n'est pas figée. Elle évolue avec chaque découverte, chaque nouvelle interprétation. Ce que nous tenons aujourd'hui pour certains pourrait être remis en question demain. Et si la pyramide est plus ancienne que ce que l'on croit, alors ce que nous appelons la naissance de la civilisation n'est peut-être qu'une renaissance, une réémergence après un oubli. Peut-être que d'autres civilisations ont fleuri, se sont effondrées, ont laissé derrière elles des monuments dont nous ne comprenons plus la signification. Dans cette perspective, la Grande Pyramide devient autre chose qu'un monument funéraire. Elle devient un témoin.
Elle nous rappelle que l'histoire est écrite par fragments, que les chronologies sont des fils fragiles tissés à partir d'indices partiels. Et surtout, elle nous invite à l'humilité. Car si nos certitudes peuvent vaciller devant un simple bloc de pierre, c'est que notre connaissance du passé n'est encore qu'un murmure dans le vent du désert. L'étude de ces fragiles chronologies ouvre la voie à une exploration plus profonde. Pour comprendre la véritable nature de la pyramide, il faut se pencher sur les traces laissées par le temps lui-même. Les vestiges, les monuments oubliés, les signes silencieux d'un passé antérieur. C'est à travers eux que se dessine peut-être l'ombre d'un monde disparu, celui qui aurait pu élever ce monument avant même que l'histoire ne commence à s'écrire. C'est là que notre voyage se poursuit, dans les pas effacés de témoins d'un autre âge, dont la mémoire dort sous les sables. Parfois, le passé se laisse deviner non pas dans ce que nous savons, mais dans ce qui échappe à notre compréhension. Les pierres, les ruines, les fragments de mémoire qui résistent à l'usure du temps racontent une histoire bien plus vaste que celle consignée dans les manuels. Elles murmurent sur l'existence d'époques enfouies sous les sables, d'hommes et de femmes dont le nom s'est dissous dans l'oubli, de civilisations dont il ne reste que l'écho. Autour de la grande pyramide, ces témoins silencieux abondent. Ils se dressent comme autant de preuves que notre chronologie est incomplète, que notre récit des origines n'est qu'un chapitre d'un livre bien plus ancien. L'Égypte elle-même porte les traces de ce passé invisible. À quelques kilomètres de la grande pyramide, au plateau d'Abu Rawash, se trouve une structure énigmatique souvent ignorée par les voyageurs. Les ruines sont attendant de ce que certains appellent la Quatremaini, à la Tsiljakoch et la quatrième pyramide. Attribuée au pharaon Djedefré, elle est aujourd'hui réduite à un amas de pierres éparpillées. Pourtant, certains chercheurs pensent qu'elle pourrait être plus ancienne que celle de Gizeh. Les méthodes de construction diffèrent, la disposition des blocs semble obéir à une logique antérieure et les traces d'érosion témoignent d'un âge bien plus reculé. Comme si ce monument appartenait à une autre époque, à une phase de construction oubliée dont la grande pyramide ne serait que l'aboutissement. Plus mystérieuse encore est le temple de la vallée, situé non loin du Sphinx. Ce bâtiment, dont les blocs massifs atteignent parfois plusieurs centaines de tonnes, diffère radicalement des constructions datées de l'Ancien Empire. L'assemblage des pierres est d'une précision que même les Égyptiens ultérieurs n'ont jamais reproduite, et leur taille dépasse de loin ce qui était habituel dans l'architecture funéraire classique. Certains indices connaissamment suggèrent que ce temple pourrait avoir été bâti bien avant l'époque de Khéphren, auquel il est officiellement attribué. Si tel est le cas, il témoignerait d'un savoir-faire technique antérieur à la civilisation pharaonique. C'est un savoir dont l'origine se perd dans les brumes du passé. Mais les témoignages les plus troublants ne se trouvent pas seulement en Égypte. Ils sont disséminés aux quatre coins du monde, comme les fragments d'un puzzle gigantesque dont l'image globale nous échappe encore. Sur les hauts plateaux de Bolivie, les ruines de Tiahuanaco défient la chronologie officielle. Leur orientation astronomique, leur précision architecturale, leurs sculptures complexes semblent appartenir à une époque bien plus ancienne que celle traditionnellement admise. Certains chercheurs estiment que le site pourrait dater d'une période antérieure à la dernière glaciation. Si cela s'avérait vrai, cela bouleverserait notre conception de l'histoire humaine. Dans les profondeurs des forêts cambodgiennes, les temples d'Angkor racontent une autre histoire, celle de civilisations disparues dont la mémoire s'est effacée presque entièrement, ne laissant derrière elles que des pierres envahies par la végétation. Leur existence même rappelle que les sociétés humaines sont fragiles, que même les plus puissantes peuvent disparaître en quelques générations, effaçant leurs traces derrière elles. Si cela s'est produit il y a 1000 ans, pourquoi pas il y a 10 000 ? Pourquoi pas bien avant l'apparition de l'écriture ? Plus surprenants encore sont les vestiges engloutis découverts sous les mers. Au large de l'Inde, dans le golfe de Kambat, des structures massives ont été identifiées sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Leur agencement suggère une origine humaine, et certaines analyses indiquent qu'elles pourraient en dater d'au moins 9000 ans. Des cités semblables ont été repérées près des côtes japonaises, dans la mer du Japon ou encore au large de Cuba. Ces découvertes suggèrent l'existence de sociétés maritimes développées bien avant ce que l'on croyait possible. Et si certaines de ces civilisations avaient tout laissé derrière elles des monuments, peut-être même des connaissances, dont la grande pyramide serait un vestige transformé par le temps. Les mythes eux-mêmes semblent appuyer cette hypothèse. Presque toutes les cultures anciennes conservent le souvenir d'un âge d'or oublié,
d'une civilisation fondatrice disparue dans un cataclysme. Les Grecs parlèrent de l'Atlantide, les Mésopotamiens d'Éridu, les peuples andins de Viracocha et de ses cités perdues. Ces récits, longtemps considérés comme de simples fables, pourraient être des mémoires collectives de réalités historiques. L'Atlantide, si elle a existé, aurait pu transmettre son savoir à d'autres peuples avant de disparaître. Peut-être ses héritiers ont-ils parcouru le monde, érigeant des monuments, enseignant les arts, inscrivant leurs connaissances dans la pierre. Même en Égypte, des textes anciens évoquent des dynasties mythiques bien antérieures aux pharaons. Des rois semi-divins, des êtres appelés les Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, auraient régné sur la vallée du Nil pendant des millénaires avant la naissance de l'histoire officielle. Certains chercheurs pensent que ces récits pourraient en être la trace d'une civilisation disparue dont les Égyptiens auraient hérité les vestiges et le savoir. Si cela est vrai, la Grande Pyramide pourrait être l'œuvre de ces mystérieux ancêtres, érigés bien avant que les pharaons n'inscrivent leur nom dans la pierre. Le Sphinx lui-même est un témoin troublant. Son corps, sculpté directement dans le substrat rocheux, montre des marques d'érosion que certains géologues attribuent à des précipitations abondantes. Or, un tel climat n'a pas existé en Égypte depuis plus de 7000 ans. Cela suggère que le Sphinx pourrait être bien plus ancien que la pyramide elle-même, peut-être vestige d'un site sacré datant d'une époque où le Sahara n'était pas encore un désert. Si cette hypothèse est correcte, elle implique que le plateau de Gizeh était déjà un centre spirituel et architectural bien avant l'Ancien Empire. Ces témoins du temps perdu ne sont pas de simples curiosités archéologiques. Ils forment un réseau d'indices convergents, qui suggèrent l'existence d'un passé plus complexe, plus ancien et plus vaste que celui enseigné dans les écoles. Leur dispersion à travers le monde indique que l'humanité préhistorique n'était peut-être pas composée de groupes isolés, mais qu'elle pouvait être interconnectée, échanger des idées, voire partager une origine commune. Peut-être l'histoire humaine est-elle ponctuée de renaissances successives, des civilisations apparaissant, atteignant un sommet, puis s'effondrant, ne laissant derrière elles que des monuments dont nous ne comprenons plus le sens. Face à ces vestiges, deux attitudes sont possibles. La première consiste à les écarter, à les reléguer au rang d'anomalies ou de coïncidences. La seconde, plus audacieuse, consiste à les considérer comme des pièces d'un puzzle immense et encore inachevé. Peut-être la Grande Pyramide n'est-elle pas une exception, mais une partie d'un héritage global, un fil reliant les civilisations oubliées entre elles. Peut-être ces constructeurs connaissaient-ils les secrets d'autres peuples disparus, peut-être même étaient-ils leurs descendants. Quoi qu'il en soit, ces témoins silencieux ont une chose en commun. Ils défient nos certitudes. Ils nous rappellent que ce que nous appelons l'histoire n'indique qu'une version partielle de la réalité et que d'innombrables chapitres attendent encore d'être découverts. Chaque pierre, chaque ruine, chaque fragment de mythe est une invitation à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir. Le voyage à travers le passé ne se limite pas à l'exploration des monuments visibles. Pour comprendre ce que ces témoins cherchent à nous dire, il faut aussi s'interroger sur ceux qui les ont érigés. Qui étaient ces architectes oubliés? D'où venaient-ils? Et surtout, quel savoir ont-ils transmis à travers les âges, cachés dans les pierres mêmes de leur création? C'est cette question qui nous conduit vers la prochaine étape, la quête des architectes inconnus, les bâtisseurs d'un monde que l'histoire a effacé. À mesure que l'on contemple la Grande Pyramide et les monuments qui l'entourent, une question grandit dans l'esprit. Qui étaient ceux qui ont conçu et bâti de tels édifices? Les pharaons ont laissé leurs noms sur les temples, leurs portraits sur les bas-reliefs, leurs exploits dans les papyrus. Mais les bâtisseurs de la Grande Pyramide sont restés dans l'ombre, comme s'ils avaient voulu effacer leur identité ou comme si elle avait été effacée par l'oubli. Leur œuvre, en revanche, défie toujours les siècles. Une montagne de pierres assemblée avec une précision qui, même aujourd'hui, suscite l'admiration et l'incompréhension. Cette absence de traces tangibles concernant leur nom, leur méthode ou leur organisation nourrit une question troublante. Et si ceux qui ont érigé ce monument n'étaient pas ceux que nous croyons? Les textes anciens ne nous livrent presque rien sur les bâtisseurs eux-mêmes. Aucun récit détaillé ne décrit les techniques employées. Aucun témoignage contemporain ne raconte les travaux titanesques nécessaires à l'élévation d'un tel monument. Même les ouvriers, dont on suppose qu'ils étaient des dizaines de milliers, n'ont laissé que peu d'empreintes dans les archives. Ce silence est d'autant plus étrange que les Égyptiens, peuple passionné de mémoire et d'écriture, consigna iantu,
Conquête, rites, comptabilité des offrandes, généalogie royale. Pourquoi alors l'un des plus grands projets de leur civilisation n'a-t-il pas laissé de traces claires? Une hypothèse propose que la pyramide ait été bâtie par une élite spécialisée, une caste d'architectes et d'ingénieurs dont le savoir se transmettait oralement et secrètement, peut-être dans un contexte religieux ou ésotérique. Dans ce scénario, les plans et les méthodes auraient été considérés comme sacrés, réservés à une minorité initiée. Cela expliquerait pourquoi la documentation est inexistante. Elle n'aurait jamais été destinée à être écrite. Mais une autre possibilité, plus dérangeante, s'impose à l'esprit. Celle que les Égyptiens n'étaient pas les concepteurs originels de la pyramide, mais les héritiers d'un savoir antérieur. De nombreux indices pointent vers une maîtrise technique et scientifique qui dépasse ce que l'on attendrait d'une civilisation de l'âge du bronze. Les ajustements parfaits des blocs de calcaire, leur orientation précise vers les points cardinaux, la symétrie presque absolue de la structure, autant d'éléments qui suggèrent une connaissance avancée de la géométrie, de l'astronomie et de l'ingénierie. Pourtant, aucune trace écrite ne prouve que les Égyptiens possédaient ces connaissances au moment supposé de la construction. Cela alimente l'idée que ce savoir pourrait avoir été hérité, transmis par une source extérieure dont la trace a disparu. Certains chercheurs évoquent l'existence d'un peuple précurseur, porteur d'une science ancienne qui aurait voyagé à travers le temps et l'espace. Cette hypothèse, souvent qualifiée d'hétérodoxe, trouve un écho dans les traditions de nombreuses civilisations. Dans les textes mésopotamiens, les Apkallu, êtres semi-divins, auraient enseigné aux hommes les arts et les sciences. En Amérique centrale, les Quetzalcoatl et Viracocha sont décrits comme des instructeurs venus d'ailleurs, porteurs de savoirs architecturaux et astronomiques. Même en Égypte, les récits de Zeb-Tepi évoquent un âge mythique où les dieux marchaient parmi les hommes, leur enseignant les lois de la nature et de l'univers. Ces mythes pourraient bien n'être que des métaphores, mais ils pourraient aussi être les souvenirs déformés d'événements réels. Si des peuples anciens plus avancés ont existé, leurs connaissances auraient pu être transmises à ceux qui sont venus après eux, transformées au fil des siècles jusqu'à ce que leur origine soit oubliée. La Grande Pyramide pourrait alors être le fruit d'un héritage ancien, construit non pas par un peuple isolé, mais par des héritiers d'un savoir beaucoup plus vaste. Certains détails architecturaux de la pyramide semblent corroborer cette idée. La conception interne, par exemple, est d'une complexité remarquable. Les couloirs, les chambres, les passages dissimulés sont disposés avec une précision telle que même les outils modernes ont du mal à en reproduire l'exactitude. La chambre du roi est formée de blocs de granit gigantesques transportés depuis des carrières situées à des centaines de kilomètres au sud. Comment ont-ils été extraits, déplacés et installés sans les technologies que nous considérons comme indispensables aujourd'hui? Aucune théorie conventionnelle ne fournit de réponse satisfaisante. D'autres aspects intriguent encore davantage. La pyramide est construite sur un socle rocheux, soigneusement nivelé, avec une marge d'erreur quasi inexistante. Sa base est presque parfaitement carrée, et ses côtés sont alignés avec une précision qui laisse songeur. La structure elle-même semble conçue pour durer éternellement, résistant aux tremblements de terre, aux inondations et à l'érosion. Cela suggère une planification et une compréhension des matériaux qui dépassent ce que l'on imagine pour l'époque. Si ces architectes inconnus avaient seulement cherché à ériger un tombeau royal, pourquoi auraient-ils mobilisé une telle ingéniosité et une telle perfection? La question du pourquoi est aussi fascinante que celle du comment. Si la pyramide n'était pas uniquement un tombeau, quelle était sa fonction? Certains pensent pourtant qu'elle servait d'observatoire astronomique, aligné sur des constellations spécifiques. D'autres y voient un centre rituel, un lieu de résonance spirituelle, voire un instrument conçu pour interagir avec des forces naturelles encore mal comprises. Quelle que soit la vérité, il semble évident que ces concepteurs poursuivaient un objectif bien plus ambitieux que celui d'abriter la dépouille d'un roi. Peut-être ces architectes appartenaient-ils à une tradition ancienne qui voyait dans l'architecture un langage sacré, un moyen de relier le terrestre et le céleste. Les proportions de la pyramide, ses angles, son orientation pourraient être autant de symboles inscrits dans la pierre, un message adressé à l'avenir. Peut-être voulait-il transmettre un savoir, coder des informations dans la structure même de l'édifice. Si tel est le cas, la pyramide n'est pas seulement un monument, elle est un texte, une archive, un témoignage d'un âge dont nous avons perdu la mémoire.
Même les civilisations postérieures semblent avoir reconnu ce caractère sacré. Les Grecs, les Romains, les Arabes ont tous été fascinés par la Grande Pyramide, la considérant tour à tour comme un observatoire, une bibliothèque de pierre ou un portail vers d'autres dimensions de l'existence. Chaque époque a projeté sur elle ses propres visions, preuve que le mystère de ses origines continue d'exercer une emprise sur l'imaginaire humain. L'idée d'architecte inconnu ne doit pas être comprise comme une négation des capacités humaines, mais comme une invitation à reconsidérer ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle hérite d'un savoir ancien. Peut-être les bâtisseurs de la pyramide n'étaient-ils pas des étrangers, venus d'ailleurs, mais les descendants de civilisations disparues, porteurs d'une mémoire technique et spirituelle accumulée sur des millénaires. Leur anonymat n'est pas une absence, il est la trace d'une continuité plus vaste, d'une chaîne de transmission dont la pyramide est le témoignage silencieux. Ainsi, derrière chaque pierre se cache une question sans réponse, derrière chaque angle parfait se dissimule une intention oubliée. Les architectes inconnus ont laissé une œuvre immortelle, mais leur nom s'est dissous dans le sable. Leur silence est peut-être volontaire. Peut-être savaient-ils que l'important n'était pas d'être reconnu, mais que leur message survive, que leur œuvre traverse le temps comme une énigme posée à ceux qui viendraient bien après eux. Et c'est précisément cette énigme qui nous pousse à aller plus loin. Si leur savoir dépassait celui de leur époque, comment le manifester-ils dans les détails mêmes de la construction ? Quelles traces de leur connaissance profonde peut-on encore déceler dans les pierres ? Pour le découvrir, il faut plonger au cœur même de l'édifice et explorer les indices qu'ils ont laissés derrière eux. C'est là que commence une nouvelle étape du voyage, celle de la science cachée dans la pierre. Sous l'apparence silencieuse et immobile de la grande pyramide se dissimule un langage que peu savent encore lire. Ce langage n'est pas écrit avec des mots, ni gravé dans des symboles. Il se trouve dans la disposition des pierres, dans leur taille, leur orientation, leur agencement. Chaque bloc raconte une histoire, chaque jointure révèle une intention. Derrière la façade monumentale se cache une science ancienne, une connaissance de la matière, de l'espace et du temps que nous commençons à peine à comprendre. Pour mesurer l'ampleur de ce mystère, il suffit d'observer l'échelle de l'édifice. La pyramide est composée de millions de blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, taillés et ajustés avec une précision qui défie les outils supposés disponibles à l'époque. Le calcaire de la majeure partie de la structure provient de carrières proches, mais les blocs de granit qui composent les chambres internes ont été extraits à plus de 800 km dans la région d'Assouan. Leur transport, leur mise en place et leur ajustement constituent un exploit que nos technologies modernes reproduiraient difficilement sans moyens considérables. Pourquoi un tel effort, si ce monument n'avait été qu'un simple tombeau ? Ce qui frappe l'esprit attentif, ce n'est pas seulement la taille colossale de la structure, mais surtout la rigueur mathématique de son agencement. Même sans entrer dans les calculs détaillés, il est évident que les proportions de la pyramide ne sont pas le fruit du hasard. Sa base est presque parfaitement carrée, ses côtés s'alignent avec une précision impressionnante sur les points cardinaux. L'écart d'orientation est si minime qu'il témoigne d'une maîtrise de l'observation céleste et d'un savoir géographique remarquable. Comment des bâtisseurs supposés dépourvus d'instruments sophistiqués ont-ils pu atteindre un tel degré d'exactitude ? La taille et la disposition des blocs eux-mêmes révèlent une compréhension subtile des matériaux. Le calcaire tendre, utilisé pour l'extérieur, permettait un polissage fin, reflétant la lumière du soleil et transformant la pyramide en un phare éblouissant, visible à des kilomètres. Le granit, plus dur et plus résistant, fut réservé aux espaces intérieurs, notamment à la chambre du roi, où il pouvait supporter d'énormes pressions. Cette connaissance empirique des propriétés des pierres témoigne d'une expérience accumulée sur plusieurs générations, ou peut-être d'un savoir hérité d'une source bien plus ancienne. L'assemblage des blocs est encore plus fascinant. Dans certaines sections, les joints sont si précis qu'une lame de couteau ne pourrait s'y glisser. Les surfaces sont polies avec une finesse que l'on associe généralement à des outils métalliques de haute qualité. Pourtant, selon les connaissances traditionnelles, les Égyptiens de l'Ancien Empire ne disposaient que de simples outils en cuivre. Si tel était le cas, comment ont-ils pu atteindre un tel niveau de finition ? Certains chercheurs suggèrent que les bâtisseurs utilisaient des techniques que nous avons perdues, peut-être des méthodes de découpe et d'ajustement dont la mémoire s'est effacée. La distribution interne des masses révèle également un savoir d'ingénierie avancé. La pyramide n'est pas un simple empilement de pierres, elle est structurée de manière à répartir le poids de façon optimale.
Les chambres internes sont protégées par des systèmes de décharge qui empêchent l'effondrement sous le poids colossal des blocs supérieurs. Ces dispositifs, d'une efficacité remarquable, témoignent d'une compréhension fine des forces et des contraintes. Cela suggère que les bâtisseurs ne travaillaient pas seulement selon l'intuition, mais selon des principes de construction rigoureux. Certains éléments internes semblent eux-mêmes répondre à des critères acoustiques. Des chercheurs ont noté que certaines chambres résonnent à des fréquences particulières, comme si elles avaient été conçues pour amplifier des sons ou interagir avec des vibrations. Cette observation a conduit certains à proposer que la pyramide pouvait avoir une fonction rituelle ou spirituelle, peut-être en lien avec des cérémonies où le son jouait un rôle central. Si tel est le cas, cela indiquerait une connaissance approfondie de l'acoustique naturelle bien avant que cette science ne soit formalisée. L'emplacement même de la pyramide trahit une compréhension étonnante de la géographie et de la Terre. Située presque exactement au centre des terres émergentes de la planète, elle semble avoir été positionnée avec une intention délibérée. De plus, son alignement avec les étoiles, notamment avec certaines constellations visibles à l'époque, suggère une intégration entre l'architecture terrestre et le ciel. Cela pourrait indiquer que la pyramide n'était pas seulement un monument matériel, mais aussi une représentation symbolique de l'ordre cosmique. Au-delà de l'Égypte, d'autres monuments témoignent d'un savoir similaire. À Baalbek, au Liban, d'énormes blocs de pierre, certains pesant plus de 1000 tonnes, ont été déplacés et assemblés avec une précision stupéfiante. Au Pérou, les murs d'Ollantaytambo présentent un ajustement des pierres si parfait que même un tremblement de terre ne peut les séparer. Ces exemples montrent que la science cachée dans la pierre n'était pas un phénomène isolé, mais peut-être le vestige d'un savoir partagé par des cultures très anciennes. Certains chercheurs vont plus loin, suggérant que ces structures contiennent des messages codés. Les proportions, les angles, les orientations pourraient renfermer des informations sur la Terre, le ciel ou même sur les cycles du temps. Dans cette perspective, la pyramide devient une bibliothèque de pierre, une archive silencieuse où les connaissances d'une civilisation disparue ont été préservées sous une forme indestructible. Si tel est le cas, nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui a été transmis. Cette science cachée soulève une question fondamentale. Pourquoi un peuple aurait-il investi autant d'efforts dans une construction d'une telle complexité? Si l'objectif n'était que de bâtir une tombe, une structure beaucoup plus simple aurait suffi. La sophistication de la pyramide suggère un projet plus ambitieux, un dessein qui dépasse les besoins pratiques ou symboliques. Peut-être s'agissait-il de laisser un héritage destiné à durer au-delà des âges, un message adressé à des générations futures, à nous-mêmes. Dans cette hypothèse, chaque bloc devient plus qu'un élément de construction. Il devient une lettre dans un langage ancien, une note dans une symphonie écrite dans la pierre. Pour comprendre ce message, il ne suffit pas d'étudier les aspects techniques. Il faut aussi explorer les significations cachées, les liens entre l'architecture, le cosmos et l'esprit humain. La pyramide pourrait être la matérialisation d'une vision du monde où science et spiritualité n'étaient pas séparées, mais unies dans une même quête de connaissance. La science dissimulée dans les blocs de la Grande Pyramide est peut-être la trace la plus éloquente de l'intelligence de ses bâtisseurs. Elle nous rappelle que le savoir humain ne se limite pas aux livres et aux théories. Il peut être inscrit dans la matière, sculpté dans la pierre, transmis silencieusement à travers les millénaires. Et si nous apprenons à écouter ce que disent ces pierres, peut-être découvrirons-nous non seulement qui les a placées dans ce là, mais aussi pourquoi. Comprendre ce langage ancien est une tâche qui demande patience et humilité. Il ne s'agit pas simplement de mesurer et de cataloguer, mais de ressentir, d'observer et d'interpréter. Car derrière chaque choix architectural se cache une intention profonde. Peut-être cette intention était-elle de nous rappeler notre place dans l'univers, de nous enseigner des vérités que nous avons oubliées, ou simplement de témoigner de l'extraordinaire potentiel de l'esprit humain. À mesure que l'on explore ces secrets inscrits dans la pierre, une évidence s'impose. La pyramide n'est pas seulement un monument à la gloire d'un roi, mais un message adressé à l'humanité tout entière. Elle nous invite à regarder au-delà de ce que nous voyons, à chercher la signification derrière l'apparence, côté Pantwilikar Seketie, à écouter ce que la matière elle-même tente de nous dire. Et cette quête, comme toute quête de connaissance, nous conduit naturellement vers le ciel, vers les étoiles qui ont guidé ces bâtisseurs et qui, encore aujourd'hui, veillent silencieusement sur leur œuvre éternelle. C'est là que nous nous dirigeons maintenant,
vers les secrets célestes gravés dans l'alignement même de la pierre. Lorsque l'on lève les yeux vers la Grande Pyramide, il est tentant de ne voir qu'un édifice terrestre, une montagne façonnée par des mains humaines et posée sur le sable du désert. Pourtant, derrière l'apparence immobile de ces blocs se cache un secret plus vaste, celui d'un lien profond entre la pierre et les étoiles. Depuis toujours, les civilisations ont levé les yeux vers le ciel pour y chercher des réponses. Elles y ont lu leur destin, tracé leur calendrier, conçu leurs mythes. Les bâtisseurs de Gizeh ne faisaient pas exception. Mais leur relation avec le cosmos semble dépasser la simple observation. Elle s'incarne dans la géométrie même de la pyramide, comme si celle-ci avait été conçue non seulement pour honorer les dieux, mais aussi pour dialoguer avec le firmament. La première chose qui frappe les chercheurs est l'orientation presque parfaite de la Grande Pyramide. Ses côtés sont alignés avec une précision remarquable sur les 4 points cardinaux, un exploit qui suppose une connaissance très avancée de l'astronomie. Pour atteindre une telle exactitude, il ne suffisait pas de regarder le soleil se lever ou se coucher. Il fallait comprendre le mouvement des étoiles, anticiper les variations saisonnières et maîtriser un système d'observation capable d'atteindre une précision que nous considérons aujourd'hui comme sophistiquée. Cela laisse penser que les bâtisseurs avaient une vision du ciel bien plus développée que ce que l'on imagine pour leur époque. Mais ce n'est pas seulement l'orientation qui trahit leur savoir. L'ensemble du plateau de Gizeh semble répondre à une logique céleste. Les 3 pyramides principales, celles de Khéops, Képhren et Mykérinos, ne sont pas disposées de manière arbitraire. Leur position relative reproduit l'alignement des 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Cette constellation, associée dans la mythologie égyptienne au dieu Osiris, maître de la mort et de la résurrection, Na-Khonsubé, symbolisait le passage de l'âme vers l'éternité. La pyramide n'était donc pas seulement un monument terrestre, elle était une carte du ciel gravée dans la pierre, un miroir de l'univers. Cette correspondance entre le ciel et la terre se retrouve dans de nombreux détails. Les conduits internes de la pyramide, par exemple, sont orientés vers certaines étoiles précises. L'un d'eux pointe vers l'étoile polaire de l'époque, un autre vers Sirius, la plus brillante du ciel, qui annonçait la crue du Nil et rythmait la vie agricole des anciens Égyptiens. Ces alignements ne sont pas accidentels. Ils révèlent une intention claire de relier l'intérieur de la pyramide au cosmos. Peut-être ces conduits n'étaient-ils pas de simples dispositifs architecturaux, mais des passages symboliques permettant à l'âme du pharaon de rejoindre les étoiles après la mort. Certains chercheurs ont proposé que les bâtisseurs de la pyramide aient utilisé des cycles astronomiques pour déterminer son emplacement et sa conception. Selon cette hypothèse, la disposition des monuments de Gizeh correspondrait à une configuration céleste particulière, telle qu'elle apparaissait non pas à l'époque de Khéops, mais plusieurs millénaires plus tôt. Si cela est vrai, cela signifierait que la planification du site remonte à une époque bien antérieure à l'Ancien Empire. Cela renforcerait l'idée que la pyramide pourrait être l'héritage d'une connaissance bien plus ancienne, transmise à travers les âges. Cette fascination pour le ciel n'est pas propre à l'Égypte. À travers le monde, de nombreux monuments anciens semblent refléter les constellations. Les temples de Teotihuacan au Mexique sont alignés avec le lever de certaines étoiles, tout comme les structures mégalithiques de Napta Playa, dans le sud de l'Égypte, qui précèdent les pyramides de plusieurs millénaires. À Stonehenge, les pierres dessinent des lignes qui marquent les solstices et les équinoxes. Ces exemples montrent que la relation entre architecture et astronomie est un phénomène universel, profondément enraciné dans la pensée des anciennes civilisations. Ce lien entre la terre et le ciel dépasse la simple observation. Il révèle une conception du monde dans laquelle l'univers tout entier est perçu comme un ensemble cohérent, unifié. Pour les anciens Égyptiens, le ciel n'était pas un domaine séparé, mais une extension de la terre. Ce qui se passait dans le cosmos avait son reflet ici-bas, et inversement. Construire une pyramide alignée avec les étoiles revenait donc à harmoniser l'ordre terrestre avec l'ordre cosmique, à inscrire l'humanité dans un dialogue avec l'infini. La précision des alignements suggère également une intention symbolique profonde. Dans la pensée égyptienne, l'âme du pharaon ne disparaissait pas après la mort. Elle entreprenait un voyage vers les étoiles, rejoignant le royaume d'Osiris. Les orientations célestes de la pyramide pouvaient ainsi servir de guide, de chemin spirituel tracé dans la pierre pour accompagner cette ascension. La pyramide devenait une passerelle entre le monde des vivants et celui des immortels, entre le sable du désert et les constellations éternelles.
Au-delà de son symbolisme, la pyramide semble aussi contenir des connaissances astronomiques codées dans ses dimensions et sa disposition. Certaines de ses proportions correspondent à des cycles célestes, à des rapports liés à la rotation de la Terre ou au mouvement des planètes. Bien que les interprétations varient, beaucoup de chercheurs s'accordent à dire que les bâtisseurs possédaient une compréhension très fine des rythmes cosmiques. Ils ne se contentaient pas de les observer. Ils les intégraient dans leurs monuments comme pour immortaliser dans la pierre l'ordre du cosmos. Ce rapport intime entre architecture et astronomie suggère une conception du savoir radicalement différente de la nôtre. Pour nous, la science et la spiritualité sont souvent perçues comme synonymes et comme deux domaines distincts, voire opposés. Pour les anciens bâtisseurs, elles étaient indissociables. Observer les étoiles, c'était comprendre la volonté des dieux. Mesurer leurs mouvements, c'était saisir le langage du cosmos. La pyramide, dans cette perspective, n'était pas un simple édifice. C'était une œuvre de science sacrée, un temple dédié à la compréhension de l'univers. La question demeure, comment ces connaissances ont-elles été acquises ? Ont-elles été développées par l'observation patiente du ciel, accumulées sur des générations ? Ont-elles été transmises par des peuples plus anciens, porteurs d'un savoir oublié ? Ou bien sont-elles le fruit d'une vision du monde que nous avons perdue, d'une capacité à percevoir les liens entre l'homme et le cosmos que nous ne possédons plus ? Quelle que soit la réponse, elle nous oblige à repenser notre idée du progrès. Peut-être que ce que nous appelons ancien n'est pas primitif, mais simplement différent, un autre chemin vers la connaissance. Dans le silence du désert, la pyramide continue d'indiquer le nord, de pointer vers les étoiles, de raconter l'histoire d'un peuple qui cherchait à inscrire son existence dans l'éternité. Son langage n'est pas celui des mots, mais celui des constellations, des cycles et des saisons. Et si nous apprenons à l'écouter, nous pourrions y entendre une vérité qui dépasse les siècles. L'homme n'a jamais cessé de chercher sa place dans l'univers. La carte céleste gravée dans la pierre n'est qu'un fragment du message que la pyramide nous adresse. Car les étoiles ne sont pas seulement un repère, elles sont aussi une mémoire. Dans les mythes et les légendes qui ont traversé les âges, elles conservent la trace d'un savoir ancien, d'une époque où les dieux marchaient parmi les hommes, et où le ciel et la terre ne faisaient en qu'un. C'est vers ces mythes, ces récits qui mêlent histoire et imaginaire, que notre exploration se tourne désormais. Car dans leurs murmures, peut-être se cache la clé d'un passé que nous avons oublié. Depuis la nuit des temps, l'humanité raconte l'histoire d'un âge d'or perdu. Dans toutes les cultures, sous des noms différents, revient la même idée, celle d'un monde ancien, plus avancé ou plus harmonieux que le nôtre, englouti par le temps ou détruit par une catastrophe. Ces récits, parfois qualifiés de légendes, persistent malgré les siècles. Ils apparaissent en enjeu dans les textes sacrés, les traditions orales, les épopées mythologiques, et dans certains cas semblent se contenir des fragments de souvenirs bien plus anciens que l'histoire écrite. Leur constance interroge. S'ils n'étaient pas que de simples fables, pourquoi apparaissent-ils avec une telle similitude dans des civilisations qui n'avaient aucun contact entre elles ? Peut-être ne sont-ils pas des inventions, mais des échos de réalités oubliées. La plus célèbre de ces histoires est celle de l'Atlantide. Platon, au IVe siècle avant notre ère, la décrit comme une île immense, prospère, dotée d'une architecture monumentale et d'un savoir avancé. Selon lui, ses habitants avaient conquis une grande partie du monde connu avant d'être anéantis par un cataclysme, tremblement de terre et inondation, qui engloutit leur civilisation en un seul jour et une seule nuit de malheur. Pour beaucoup, ce récit n'est qu'une allégorie philosophique sur l'orgueil des nations. Mais certains chercheurs y voient pas le souvenir transformé d'un événement réel, conservé dans la mémoire collective bien après sa disparition. L'idée d'un continent perdu n'est pas propre aux Grecs. Dans la tradition mésopotamienne, les textes sumériens parlent d'un grand déluge envoyé pour effacer une humanité devenue corrompue, un mythe repris ensuite dans l'épopée de Gilgamesh dans la Bible et dans le Coran. En Inde, les anciens textes védiques mentionnent un empire légendaire nommé Kumarikandam, englouti par l'océan Indien. Les traditions celtes évoquent Is, une cité brillante disparue sous les flots. Au Japon, on raconte l'histoire d'une civilisation appelée Mu, qui aurait précédé toutes les autres. Ces récits, malgré leurs différences culturelles, décrivent tant souvent le même schéma. Une société avancée, un savoir extraordinaire, puis un effondrement brutal causé par la nature ou par ses propres excès. Ce motif universel pourrait être interprété comme un simple archétype symbolique, une métaphore de la fragilité humaine face au destin. Mais il est possible qu'il reflète quelque chose de plus tangible,
la mémoire collective d'événements réels survenus dans un passé lointain. Des catastrophes naturelles majeures, éruptions volcaniques, impacts météoritiques, changements climatiques soudains ont effectivement marqué l'histoire de la Terre et provoqué l'effondrement de sociétés humaines. La fin de la dernière ère glaciaire, par exemple, a entraîné une élévation rapide du niveau des mers, submergeant des terres habitées. Des continents entiers ont changé de forme, des côtes ont disparu, et avec elles les traces de cultures entières. Certaines découvertes archéologiques renforcent cette hypothèse. Dans les profondeurs du golfe de Cambat, au large des côtes indiennes, des structures massives ont été identifiées sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Leur disposition laisse penser qu'elles furent bâties par l'homme. Des datations approximatives suggèrent qu'elles pourraient remonter à une période où ces zones n'étaient pas encore submergées. De même, les ruines submergées au large de Cuba ou les mystérieuses formations de Yonaguni au Japon soulèvent des questions troublantes. Se pourrait-il qu'elles soient les vestiges d'anciennes cités, englouties lorsque les glaces fondirent et que les océans montèrent? Dans les montagnes du Pérou, les mythes racontent que les dieux Viracocha et ses compagnons émergèrent danseurs des eaux pour enseigner aux hommes l'agriculture, l'architecture et l'écriture. En Mésoamérique, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, aurait apporté le même savoir. Ces récits décrivent souvent des êtres sages, venus d'ailleurs après une grande destruction, porteurs d'une mémoire ancienne. S'agit-il de simples métaphores religieuses, ou bien ces mythes témoignent-ils d'une transmission de connaissances depuis des civilisations disparues vers de nouveaux peuples encore à leur début? Même l'Égypte ancienne porte la trace d'un âge plus ancien dans ses traditions. Les textes évoquent une ère mythique, le Zep Tepi, la première fois, une époque où les dieux régnaient sur la terre et où la connaissance divine fut transmise aux hommes. Officiellement, il s'agit d'un mythe cosmogonique, mais certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait refléter une mémoire réelle, celle d'un peuple porteur d'un savoir ancien dont les Égyptiens seraient les héritiers. Si cela est vrai, la Grande Pyramide pourrait être le vestige matériel de cette époque, un monument bâti pour préserver un savoir destiné à survivre à la chute d'un monde. L'hypothèse d'une civilisation mère disparue, parfois appelée civilisation primordiale, soulève des questions fondamentales. Si elle a réellement existé, jusqu'où s'étendait-elle? Était-elle un seul peuple global ou une constellation de sociétés reliées entre elles? Et surtout, quel savoir possédait-elle pour ériger des monuments que nous admirons encore aujourd'hui? Certains chercheurs pensent que cette civilisation aurait compris des principes de navigation, d'astronomie et d'architecture bien avant que ces sciences ne soient formalisées. Elle aurait cartographié le monde, étudié les cycles célestes, et peut-être même compris des aspects de la nature que nous commençons seulement à redécouvrir. Mais pourquoi aurait-elle disparu? L'histoire de la Terre montre que des civilisations, même très avancées, peuvent s'éteindre brutalement. Les changements climatiques, les famines, les guerres ou les cataclysmes naturels ont tous contribué à effacer des sociétés florissantes. Si une civilisation antérieure à l'histoire connue a existé, elle aurait pu disparaître sans laisser d'autres traces que des mythes et des monuments. Son savoir aurait alors été transmis à des peuples plus jeunes, sous forme de traditions, de légendes ou de symboles, transformés et embellis au fil des millénaires. Certains chercheurs voient même dans l'architecture mégalithique disséminée à travers le globe, des pyramides d'Égypte aux ziggourats de Mésopotamie, des temples mayas aux structures de Gunung Padang en Indonésie, la signature d'un savoir commun. Ces monuments, bien qu'éloignés dans l'espace et le temps, partagent des principes architecturaux, des orientations astronomiques et des fonctions rituelles similaires. Ce parallélisme suggère une source d'inspiration commune, une matrice culturelle antérieure dont les traces auraient survécu dans ces différentes sociétés. L'idée de civilisation disparue peut sembler romantique ou spéculative, mais elle nous rappelle une vérité fondamentale. L'histoire humaine est bien plus vaste que ce que nous croyons. Notre mémoire collective ne commence pas avec l'écriture ni même avec l'agriculture. Elle s'étend bien au-delà, dans un passé où des sociétés ont pu apparaître, s'épanouir, transmettre leur savoir, puis disparaître sans laisser de traces visibles. La Grande Pyramide pourrait être un témoignage de ce passé, un héritage silencieux, bâti pour défier l'oubli. Dans les mythes de civilisations éteintes, il y a peut-être plus que des contes. Il y a une invitation à regarder l'histoire humaine non pas comme une ligne droite, mais comme une série de cercles, des cycles d'ascension, d'apogée et d'effondrement. Dans ce schéma, nous ne sommes pas les premiers à bâtir, à explorer ou à rêver de l'infini.
D'autres l'ont fait avant nous. Et si nous écoutons attentivement les voix du passé, peut-être pourrons-nous entendre leurs messages transmis à travers les pierres, les légendes et les étoiles. Ces récits bleus nous mènent vers une autre dimension de l'enquête, celle de la mémoire écrite non plus seulement dans les mythes, mais dans les textes eux-mêmes. Car si les histoires orales ont préservé une part du souvenir, les documents les plus anciens pourraient contenir des indices encore plus précis sur ce passé effacé. C'est vers ces textes anciens, ces murmures gravés dans la pierre et sur le papyrus, que nous devons maintenant tourner notre regard. Parmi les dunes silencieuses de l'Égypte, sous le soleil brûlant qui efface les traces des siècles, dort une mémoire plus ancienne que l'histoire écrite. Elle ne s'exprime pas seulement à travers les pierres, mais aussi dans les mots laissés par ceux qui ont tenté de comprendre le monde avant nous. Ces mots, gravés sur des parois, tracés sur des papyrus fragiles, inscrits sur des stèles ou récités à travers des générations, forment une toile complexe de souvenirs, de croyances et de savoirs. Ils sont la voix d'un passé que nous avons presque oublié, un passé qui semble parfois parler d'une humanité plus ancienne que celle que nous connaissons. Dans les temples et les tombes égyptiens, certaines inscriptions évoquent dans des temps immémoriaux, bien antérieurs à l'Ancien Empire. Les prêtres parlaient en eux d'une époque mythique qu'ils appelaient Zep Tepi, la première fois. Ce n'était pas seulement un mythe cosmogonique décrivant la création du monde. C'était aussi le souvenir d'un âge où les dieux auraient marché parmi les hommes, apportant la connaissance et les fondations de la civilisation. Ces récits mentionnent des souverains semi-divins, des compagnons d'Horus, qui auraient régné pendant des millénaires avant les premiers pharaons humains. Si ces textes ne peuvent être pris au pied de la lettre, leur persistance dans la tradition religieuse suggère qu'ils sont bien plus qu'une simple invention poétique. Ils pourraient en être la mémoire déformée d'une civilisation disparue. Les textes des pyramides, parmi les plus anciens écrits religieux connus, renforcent cette idée. Ils parlent d'êtres célestes qui enseignèrent aux hommes les arts de la construction, de l'agriculture et du calcul. Ils décrivent un temps où la connaissance était transmise directement depuis les cieux, où les dieux vivaient dans les temples et instruisaient dans les prêtres. La frontière entre mythe et histoire y est floue, presque volontairement effacée. Mais si l'on lit ces textes comme des allégories de faits réels, ils pourraient évoquer l'existence d'un peuple porteur d'un savoir ancien, dont la mémoire a été transformée en récit sacré. Les papyrus les plus anciens, bien que rares, contiennent eux aussi des allusions troublantes. Le papyrus de Turin, par exemple, recense une liste de souverains ayant régné bien avant les dynasties historiques. Parmi eux figurent des dieux et des demi-dieux dont les règnes se comptent en millénaires. Bien que les égyptologues y voient généralement une construction mythologique, certains chercheurs y lisent la trace d'un passé oublié, peut-être celui d'une civilisation pré-dynastique dont les réalisations ont été intégrées dans la culture égyptienne. D'autres traditions, écrites dans différentes parties du monde, racontent des histoires similaires. Les textes mésopotamiens évoquent les Apkallu, des êtres sages envoyés par les dieux pour enseigner aux humains les arts et les sciences après un grand déluge. En Inde, les Védas parlent des rishis, des sages venus des étoiles, porteurs de la connaissance spirituelle et matérielle. Les mythes grecs racontent l'âge d'or sous le règne de Chronos, où les hommes vivaient en harmonie avant qu'un bouleversement ne change le cours de l'histoire. Partout, l'idée revient, celle d'un savoir transmis depuis un passé très ancien, souvent associé à des êtres considérés comme divins. L'écriture n'est pas la seule forme de mémoire que le sable a préservée. Les cartes anciennes, comme la célèbre carte de Piri Reis du XVIe siècle, posent elles aussi des questions troublantes. Cette carte ottomane, compilée à partir de sources plus anciennes, représente les côtes de l'Antarctique sans glace, une situation qui remonterait à plusieurs milliers d'années. Si cette représentation est exacte, cela signifierait que des peuples inconnus disposaient de connaissances géographiques très avancées bien avant l'apparition des civilisations que nous connaissons. Les scribes arabes, grecs et égyptiens mentionnent également des cartes du monde ancien, conservées dans des bibliothèques disparues qui auraient détaillé des terres aujourd'hui englouties. Les mythes et les textes ne sont pas de simples inventions poétiques, ils sont aussi des archives de mémoire collective. Ils préservent ce que les civilisations ne peuvent transmettre autrement. Les souvenirs d'événements trop anciens pour être datés, les échos d'expériences trop extraordinaires pour être comprises. Les sociétés anciennes utilisaient souvent des récits symboliques pour codifier des connaissances
complexes, des données astronomiques, des cycles cosmiques, des enseignements spirituels. Derrière l'apparente naïveté de certains mythes se cachent parfois des vérités scientifiques étonnantes. Même les rituels religieux peuvent être vus comme des formes de mémoire. Les cérémonies du Nouvel An égyptien, par exemple, rejouaient symboliquement la création du monde, réaffirmant l'ordre établi par les dieux à l'aube du temps. Ce faisant, elles perpétuaient la mémoire d'un acte fondateur, peut-être inspiré d'un événement historique réel, survenu dans un passé si lointain qu'il ne pouvait être transmis que sous forme de mythe. Les temples, eux aussi, étaient conçus comme des archives vivantes. Leurs hiéroglyphes racontaient des histoires vieilles de milliers d'années. Leurs proportions reflétaient des connaissances astronomiques précises. L'un des aspects les plus fascinants de cette mémoire ancienne est sa capacité à transcender les frontières culturelles. Des peuples séparés par des continents et des millénaires ont conservé des récits étonnamment similaires. Un âge d'or révolu, une catastrophe dévastatrice, des survivants porteurs d'un savoir ancien. Ces parallèles suggèrent que ces souvenirs ne sont pas des inventions isolées, mais les fragments d'une histoire commune. Peut-être proviennent-ils d'un événement global, un bouleversement climatique, un déluge planétaire, la chute d'un astéroïde, qui aurait marqué l'esprit de l'humanité entière. Certains chercheurs avancent l'idée que cette mémoire ancienne est intentionnelle, qu'elle fut préservée délibérément par les anciens sages pour transmettre des leçons aux générations futures. Dans cette perspective, les mythes ne sont pas des fables, mais des avertissements. Ils nous rappellent la fragilité des civilisations, la puissance destructrice de la nature et la nécessité de comprendre les cycles cosmiques qui régissent notre monde. La Grande Pyramide elle-même pourrait faire partie de ce dispositif de transmission, un message silencieux destiné à ceux qui viendraient après, une balise temporelle inscrite dans la pierre pour rappeler ce que fut le passé. Mais si les textes anciens sont des archives de mémoire, ils sont aussi des labyrinthes d'interprétation. Leur langage symbolique, souvent métaphorique, rend leur sens difficile à saisir. Ils parlent de dieux, de serpents, de mondes engloutis, autant d'images qui peuvent être comprises littéralement ou allégoriquement. La clé pour comprendre ces récits n'est peut-être pas de les lire comme des chroniques historiques, mais comme des témoignages codés d'une réalité ancienne. Sous leur couche de poésie et de religion, ils pourraient bien contenir des informations précises sur des événements, des lieux et des savoirs perdus. La mémoire des sables nous rappelle que l'histoire humaine ne commence pas avec l'invention de l'écriture. Elle s'étend bien plus loin dans un passé que nous ne connaissons qu'à travers des fragments, des mythes, des inscriptions, des cartes et des rituels. Ces fragments, pris isolément, peuvent sembler insignifiants ou imaginaires, mais ensemble, ils forment une mosaïque complexe, la trace d'un récit plus ancien que celui consigné dans nos livres. Il reste encore tant à découvrir dans ces archives silencieuses. Chaque texte ancien, chaque stèle, chaque papyrus est une fenêtre sur un monde perdu. Ils nous invitent à lire autrement l'histoire, à écouter les voix qui nous parviennent depuis les profondeurs du temps. Peut-être y trouverons-nous non seulement les réponses à nos questions sur la Grande Pyramide, mais aussi une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre place dans le temps, de nos origines, de notre destinée. Cette mémoire ancienne, qu'elle soit mythique ou historique, nous conduit vers les entrailles même de la Terre, car sous les sables de Gizeh, sous la surface que nous connaissons, reposent encore des secrets qui pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir, là, enfouis dans l'obscurité, se cachant les traces matérielles de ce passé lointain, tunnels, chambres et structures oubliées, témoins silencieux d'un âge dont nous n'avons encore qu'entrevu l'ombre. C'est vers ces profondeurs, vers ce qui sommeille sous la pyramide, que notre exploration doit maintenant se tourner. Sous les blocs immenses et la géométrie parfaite de la Grande Pyramide, au-delà de ce que l'œil humain perçoit depuis la surface, s'étend un monde souterrain dont nous ne connaissons encore que des fragments. Il est facile d'oublier que sous le plateau de Gizeh, sous les sables qui changent au gré du vent, se cache une autre dimension du mystère. Un réseau de cavités, de tunnels, de chambres scellées depuis des millénaires, et peut-être même de structures dont l'existence remettrait en question tout ce que nous pensons savoir de l'ancien monde. Ces profondeurs sont plus que de simples espaces architecturaux. Elles sont la mémoire enfouie d'une époque qui précède peut-être celle des pharaons, le dernier refuge de connaissances oubliées. Depuis les premiers explorateurs grecs jusqu'aux archéologues modernes, nombreux sont ceux qui ont pressenti que la véritable histoire de la Grande Pyramide ne se trouvait pas uniquement dans ce qui est visible, mais dans ce qui reste caché. Déjà au 1er siècle, l'historien Strabon évoquait l'existence d'un puits mystérieux menant vers des galeries souterraines. Des siècles plus tard,
Des voyageurs arabes racontèrent qu'il existait sous Gizeh des salles secrètes contenant des trésors et des textes anciens, scellés par les prêtres pour protéger leur savoir de l'oubli. Si ces récits ont souvent été relégués au rang de légende, les découvertes récentes suggèrent qu'ils ne sont peut-être pas entièrement fictifs. L'intérieur même de la pyramide trahit cette volonté de dissimulation. Les couloirs étroits, les passages qui s'interrompent brusquement, les chambres dont la fonction demeure inconnue laissent penser que l'édifice pourrait être bien plus complexe qu'il n'y paraît. La chambre du roi, la chambre de la reine et la chambre souterraine ne sont peut-être que les parties connues d'un réseau beaucoup plus vaste. L'existence de conduits qui ne débouchent sur rien, d'anomalies détectées par les scanners modernes, de zones inaccessibles au regard humain, indiquent que de nombreuses structures internes restent à découvrir. Les explorations récentes menées, grâce aux technologies d'imagerie thermique et de radiographie cosmique, ont révélé des anomalies étonnantes. En 2017, un projet scientifique international a détecté, au-dessus de la Grande Galerie, une cavité de plusieurs dizaines de mètres, jusque-là inconnue. Sa forme, sa taille et son emplacement suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une chambre cachée, préservée volontairement des regards. Sa fonction demeure un mystère. Était-ce une salle rituelle, un espace de stockage, un sanctuaire secret? Ou peut-être un dépôt de savoir, une bibliothèque de pierre destinée à traverser les âges? Mais les zones inexplorées ne se trouvent pas seulement à l'intérieur de la pyramide. Sous ses fondations, d'étranges structures attirent depuis longtemps l'attention des chercheurs. Des tunnels creusés dans la roche naturelle, parfois remplis d'eau, serpentent sous le plateau. Certains débouchent sur des chambres artificielles dont l'usage échappe à toute explication. D'autres s'interrompent brusquement, comme si leurs constructeurs avaient été contraints d'abandonner leur travail ou s'ils avaient voulu cacher ce qui se trouvait plus profondément encore. Ces réseaux souterrains ne sont pas propres à Gizeh. Des constructions similaires ont été découvertes sous les temples de Saqqara, d'Abydos ou de Dendera, laissant penser que l'architecture souterraine faisait partie intégrante d'un savoir ancien. L'un des lieux les plus mystérieux de tout le complexe de Gizeh se trouve à proximité immédiate de la pyramide, le Osirion. Situé à Abydos, ce monument souterrain composé de blocs gigantesques et de chambres immergées semble appartenir à une époque bien antérieure à celle des pharaons. Certains archéologues pensent qu'il pourrait être un vestige d'un centre rituel dédié au culte des morts ou des dieux anciens. D'autres y voient une trace matérielle d'une technologie oubliée, peut-être liée à l'eau, à l'énergie ou à des pratiques que nous ne comprenons plus. Ce qui intrigue, c'est que sa structure est très différente des constructions classiques égyptiennes, plus massive, plus primitive, mais aussi plus sophistiquée à certains égards. Les anciens textes égyptiens eux-mêmes font allusion à des lieux secrets sous les temples et les pyramides. Des passages parlent de salles d'archives où seraient conservées les connaissances du monde, des cartes du ciel et de la terre, les récits des origines et les lois de l'univers. La légende de la chambre des archives, une bibliothèque souterraine cachée sous la patte du Sphinx ou sous la Grande Pyramide, fascine les chercheurs depuis des siècles. Bien qu'aucune preuve tangible n'ait encore été trouvée, des relevés géophysiques ont effectivement détecté des anomalies sous le Sphinx, notamment une grande cavité rectangulaire qui pourrait correspondre à cette description. Ces deux structures enfouies pourraient être bien plus qu'un simple élément architectural. Elles pourraient en représenter un mode de pensée. Dans de nombreuses traditions anciennes, les lieux souterrains symbolisent le passage vers le savoir caché, l'accès à la mémoire de l'humanité ou la descente dans le monde des dieux. Peut-être les Égyptiens, ou ceux qui les ont précédés, ont-ils voulu préserver leurs connaissances à l'abri des destructions, sachant que les civilisations s'effondrent, mais que la pierre, enfouie dans la terre, survit. Le fait que certaines de ces chambres soient encore inaccessibles ajoute une dimension presque sacrée au mystère. Elles demeurent inviolées depuis des milliers d'années, peut-être intentionnellement. Leur ouverture pourrait révéler des objets rituels, des textes inconnus, voire des indices sur l'identité réelle des bâtisseurs. Mais elle pourrait aussi remettre en question notre compréhension de l'histoire. Si l'on découvrait des artefacts ne correspondant pas à la chronologie officielle ou des technologies que nous pensions inexistantes à l'époque, cela bouleverserait l'ensemble de notre récit historique. L'existence de structures souterraines complexes n'est pas propre à l'Égypte. Dans d'autres parties du monde, des réseaux similaires ont été découverts sous des monuments antiques. À Teotihuacan, au Mexique, un tunnel menant à des chambres secrètes a été mis au jour sous la pyramide du serpent à Plume.
À Göbekli Tepe, des cavités artificielles ont été creusées sous les temples mégalithiques. Dans l'ancienne Mésopotamie, des textes évoquent dans des Satsakli les cachés sous les ziggourats, où étaient conservées les archives sacrées. Ces parallèles montrent que l'idée de structure souterraine, loin d'être isolée, pourrait être le vestige d'une tradition architecturale et spirituelle universelle. Sous la Grande Pyramide, les traces qui nous parviennent sont donc bien plus qu'un simple élément de construction. Elles sont la preuve d'une intention, celle de préserver, de protéger, de transmettre. Elles suggèrent que les bâtisseurs ne cherchaient pas seulement à défier le temps avec un monument visible, mais aussi à créer un sanctuaire invisible, une mémoire enfouie que seuls ceux qui sauraient en chercher pourraient un jour retrouver. Cette dimension cachée du plateau de Gizeh nous invite à repenser notre manière d'étudier le passé. Peut-être l'histoire ne se trouve-t-elle pas uniquement dans les temples qui s'élèvent vers le ciel, mais aussi dans les cavernes qui plongent vers les profondeurs. Peut-être que la vérité sur la pyramide ne sera pas révélée par les pierres qui la composent, mais par les vides qu'elle abrite, par les chambres silencieuses où dort encore un savoir oublié. Si tel est le cas, alors le mystère de la pyramide n'est pas seulement une question d'architecture, mais aussi de mémoire. Une mémoire enfouie, comme une graine dans le sable, attendant le moment d'être redécouverte. Et cette redécouverte pourrait bouleverser bien plus que notre compréhension du passé. Elle pourrait nous rappeler ce que nous avons oublié de nous-mêmes. C'est dans cette quête de sens que l'on commence à percevoir un autre aspect fascinant de la Grande Pyramide, celui de son langage secret, codé dans ses proportions, dans ses mesures et dans sa structure même. Car, au-delà des chambres cachées, elle semble contenir une connaissance profondément inscrite dans la pierre, un savoir universel que les bâtisseurs ont voulu transmettre à travers le temps. C'est à cette exploration, celle du langage invisible gravé dans sa géométrie, que nous devons maintenant nous tourner. Il existe au cœur même de la Grande Pyramide un langage que peu ont su déchiffrer. Ce n'est pas une écriture faite de signes ou de hiéroglyphes, mais une grammaire silencieuse inscrite dans la matière elle-même. Chaque dimension, chaque proportion, chaque rapport semble répondre à une logique plus profonde que celle d'une simple construction. Comme si les bâtisseurs avaient voulu transmettre un message à travers les mesures, un savoir que le temps ne pourrait effacer. Derrière les blocs de pierre se cache une forme d'écriture universelle, celle des nombres et des proportions, qui relie l'homme, la terre et le cosmos. Depuis des siècles, les chercheurs ont remarqué que la pyramide ne se contente pas d'être une prouesse architecturale, elle est aussi un chef-d'œuvre de conception mathématique et symbolique. Sa hauteur, la longueur de sa base, l'inclinaison de ses faces, tout semble obéir à un plan rigoureux. Certains ont suggéré que ces proportions reflètent une connaissance avancée des lois naturelles, bien supérieure à ce que l'on attribue généralement à l'Égypte de l'Ancien Empire. Loin d'être arbitraires, les mesures de la pyramide paraissent avoir été choisies pour exprimer des principes fondamentaux. Ce langage caché commence par l'échelle monumentale du bâtiment. Les dimensions de la pyramide semblent contenir des rapports liés à la planète elle-même. Certains chercheurs ont observé que la circonférence de la base, multipliée par certaines constantes naturelles, correspond à des valeurs liées à la circonférence terrestre. D'autres y voient des liens avec les durées des cycles planétaires ou avec les distances relatives des astres visibles depuis la Terre. Bien que ces interprétations soient débattues, leur récurrence dans les recherches suggère que la structure n'a pas été conçue sans une intention cosmologique. Plus intriguant encore est le fait que les proportions de la pyramide semblent refléter des notions universelles que l'on retrouve dans d'autres cultures anciennes. La relation harmonieuse entre la hauteur et la base rappelle des principes géométriques que l'on retrouve dans les temples grecs, les ziggourats mésopotamiennes ou les pagodes asiatiques. Cette constance laisse penser que les bâtisseurs de Gizeh connaissaient bien des concepts fondamentaux de l'harmonie structurelle, concepts qui seront redécouverts bien plus tard par les mathématiciens classiques. Peut-être cette connaissance n'a-t-elle jamais été inventée, mais transmise, héritée d'un savoir beaucoup plus ancien. Le langage des mesures ne concerne pas seulement les dimensions globales de la pyramide, il se manifeste également dans ses détails internes. Les longueurs des couloirs, les hauteurs des chambres, les inclinaisons des passages semblent parfois correspondre à des cycles astronomiques ou à des phénomènes naturels. Certains ont proposé que la disposition interne du monument reflète des connaissances précises sur la précession des équinoxes, le mouvement des planètes ou les durées des saisons. D'autres voient
dans l'agencement des chambres, une représentation symbolique de l'âme humaine et de son voyage dans l'au-delà, comme si l'architecture elle-même était un texte initiatique destiné aux initiés. Il est également frappant de constater que les bâtisseurs ont utilisé des unités de mesure qui semblent dépasser leur contexte culturel. L'ancienne coudée royale, par exemple, pourrait être liée à des dimensions naturelles de la Terre ou à des constantes astronomiques. Si tel est le cas, cela impliquerait que les concepteurs avaient les consciences d'un ordre universel et cherchaient à l'inscrire dans leur œuvre. La pyramide ne serait alors pas seulement un monument funéraire ou un symbole politique, mais un pont entre l'homme et l'univers, un lieu où la géométrie devient un langage sacré. Cette idée d'un langage universel gravé dans la pierre n'est pas propre à l'Égypte. Partout dans le monde, les civilisations anciennes ont utilisé les proportions pour exprimer leur vision du cosmos. À Teotihuacan, la disposition des temples semble refléter les orbites des planètes. À Angkor, l'agencement des temples est calqué sur des constellations célestes. Même à Stonehenge, les distances entre les pierres semblent correspondre à des cycles lunaires. Cette récurrence suggère que les anciens bâtisseurs considéraient un et les mesures non comme un simple outil pratique, mais comme un moyen de communiquer avec l'univers. Dans ce contexte, la Grande Pyramide apparaît comme une tentative magistrale d'incarner dans la pierre une connaissance intemporelle. Ses proportions ne sont pas seulement des choix architecturaux, elles sont des symboles. Elles racontent une histoire que les mots ne suffisent pas à dire. Elles expriment des vérités sur l'ordre du monde, sur la relation entre le ciel et la terre, sur la place de l'humanité dans l'immensité cosmique. Peut-être cette histoire a-t-elle été écrite pour ceux qui viendraient des millénaires plus tard, lorsque les langues auraient changé et que les civilisations se seraient succédé. Mais pourquoi vouloir transmettre un tel message ? Peut-être les bâtisseurs savaient-ils que les empires s'effondrent, que les livres brûlent, que les traditions s'oublient. La pierre, elle, demeure. Elle peut survivre à des cataclysmes, résister au passage des siècles, porter un message silencieux au-delà de la mémoire humaine. En inscrivant leur savoir dans la géométrie de la pyramide, ils s'assuraient en eux que même si leur langue disparaissait, leur connaissance pourrait encore être retrouvée. Certains chercheurs vont encore plus loin, suggérant que ce langage pourrait être une forme de communication destinée non seulement aux générations futures, mais aussi à des intelligences extérieures. Dans cette hypothèse audacieuse, la pyramide serait une balise universelle, conçue pour être comprise par toute entité, capable de reconnaître les lois mathématiques et les constantes naturelles. Elle serait alors plus qu'un monument, un message adressé à l'univers lui-même, une déclaration de la présence humaine dans le cosmos. Cette idée peut sembler spéculative, mais elle rappelle une vérité profonde. Les nombres, les proportions, les rapports ne sont pas des inventions humaines. Ils existent indépendamment de nous, inscrits dans les lois mêmes de l'univers. En les utilisant comme langage, les bâtisseurs de la pyramide ont peut-être cherché à s'aligner sur cet ordre fondamental, à inscrire leur œuvre dans la trame même du réel. Leur monument n'était pas seulement un hommage aux dieux ou aux rois, c'était une tentative de dialoguer avec la nature, avec le temps, avec l'infini. Ce langage des mesures, si difficile à lire aujourd'hui, nous invite à changer notre regard. Il nous rappelle que la pyramide n'est pas seulement un vestige du passé, elle est aussi un message venu d'un autre temps, porteur d'une connaissance qui dépasse les frontières de l'histoire. En cherchant à le comprendre, nous ne faisons pas seulement de l'archéologie. Nous tentons de renouer avec une vision du monde que nous avons perdue, une vision où l'architecture était prière, où la géométrie était philosophie, où chaque pierre racontait une vérité éternelle. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de ce langage silencieux. Il nous enseigne que l'humanité, depuis ses origines, a toujours cherché à comprendre le cosmos et à s'y inscrire. La Grande Pyramide, avec ses proportions parfaites et ses rapports mystérieux, est la preuve tangible de cette quête. Elle nous parle encore, même si nous avons oublié comment l'écouter. Et si nous apprenons à entendre sa voix, peut-être pourrons-nous percer le plus profond de son mystère, celui qui relie notre monde à celui d'autres peuples, d'autres terres, d'autres monuments qui semblent, eux aussi, porter ce même message universel. C'est vers ces parallèles planétaires, vers ces échos de pierre disséminés sur tous les continents que nous devons désormais nous tourner. Car ce que nous découvrons à Gizeh n'est peut-être qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste, celui d'une connaissance ancienne qui a laissé son empreinte dans le monde entier. La Grande Pyramide, aussi unique et majestueuse soit-elle, n'est pas seule. À travers le monde, sur des continents séparés par des océans, d'autres monuments se dressent,
nés d'époques et de cultures différentes, mais portant des marques étrangement familières. Des structures cyclopéennes, des temples solaires, des pyramides colossales jalonnent le globe comme les fragments d'un même langage universel. Ces monuments, souvent construits sans contact apparent entre leurs bâtisseurs, partagent des caractéristiques troublantes, proportions similaires, orientation céleste précise, fonctions rituelles comparables. Cette répétition soulève une question fascinante. S'agit-il d'une coïncidence ou du témoignage d'un héritage partagé, d'un savoir ancien diffusé aux quatre coins du monde avant que l'histoire n'enregistre son existence? L'Amérique précolombienne offre certains des parallèles les plus frappants. À Teotihuacan, au cœur du Mexique, la pyramide du Soleil domine une cité planifiée selon des principes astronomiques précis. Ses dimensions, son alignement et son symbolisme rappellent ceux de Gizeh. Les avenues principales sont orientées pour capter les levées et couchers du Soleil à des moments clés de l'année, et les temples environnants reflètent donc des cycles cosmiques. Bien que séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres, les bâtisseurs mésoaméricains et les architectes égyptiens semblent avoir obéi à une même logique, inscrire leur œuvre dans le mouvement du ciel. Plus au sud, les ruines de Caral, au Pérou, témoignent d'une culture encore plus ancienne, contemporaine des premières dynasties égyptiennes. Là aussi, des pyramides en terrasse, des places cérémonielles circulaires et des structures orientées vers les astres trahissent une connaissance approfondie de l'astronomie. L'absence d'écriture ou de contact direct avec l'ancien monde n'explique pas ces similitudes. Peut-être ces sociétés partageaient-elles un héritage intellectuel commun, ou peut-être ont-elles atteint des conclusions similaires parce qu'elles observaient les mêmes lois naturelles. L'Asie recèle elle aussi des échos de Gizeh. En Chine, les mystérieuses pyramides de la province de Shaanxi, longtemps gardées secrètes, présentent pourtant des proportions et des orientations comparables à celles des monuments égyptiens. Certaines sont alignées avec des constellations particulières, d'autres suivent les directions cardinales avec une précision étonnante. Au Cambodge, le complexe d'Angkor Wat, bien qu'éloigné dans le temps et dans la forme, partage le même principe fondamental, celui d'une architecture conçue comme un reflet du cosmos. Ces tours principales sont disposées de manière à reproduire la constellation de Draco telle qu'elle apparaissait il y a plusieurs millénaires. L'Afrique, berceau de la civilisation, offre également des parallèles fascinants. Au Soudan, les pyramides de Méroé, bien que plus petites, témoignent d'une continuité symbolique avec celle de Gizeh. Leurs fonctions funéraires, leurs orientations et leur structure interne révèlent une même compréhension du lien entre la mort, l'au-delà et le ciel. Même les temples mégalithiques de l'ancienne Éthiopie, moins connus, montrent d'eux des alignements stellaires semblables et des proportions mathématiques précises. Mais les correspondances les plus troublantes se trouvent peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, dans les îles du Pacifique et les terres isolées. À Nan Madol, dans l'actuelle Micronésie, une cité entière a été bâtie sur l'eau avec des blocs de basalte disposés selon une géométrie rigoureuse. À l'île de Pâques, les célèbres statues Moai, bien qu'apparemment différentes, s'inscrivent dans une logique rituelle liée à l'observation céleste et au culte des ancêtres, rappelant certaines pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. À Bali, les temples-montagnes hindous, conçus comme des représentations du mont Meru, centre mythique de l'univers, résonnent avec l'idée même de la pyramide comme symbole de la connexion entre terre et ciel. Cette répétition planétaire soulève une question essentielle. Comment expliquer que des sociétés isolées aient produit des architectures si similaires ? L'hypothèse la plus simple est celle de la convergence culturelle, des peuples différents confrontés aux mêmes défis, comprendre le cosmos, honorer leurs morts, organiser leur société. Barkhoukhout aurait trouvé des solutions semblables. Mais cette explication ne suffit pas à rendre compte de certaines coïncidences frappantes. Pourquoi, par exemple, tant de monuments sont-ils orientés vers les mêmes étoiles ? Pourquoi retrouve-t-on des proportions identiques dans des structures séparées par des océans et des siècles ? Certains chercheurs avancent l'idée d'une civilisation antérieure, un peuple oublié qui aurait diffusé son savoir bien avant l'apparition des civilisations historiques. Cette civilisation mère, hypothétique mais séduisante, aurait essaimé ses connaissances à travers le monde, donnant naissance à des cultures qui, chacune à leur manière, ont perpétué son héritage. D'autres suggèrent donc qu'il existait dans l'Antiquité des réseaux d'échanges plus vastes que ce que nous imaginons, reliant les continents par la mer bien avant les grandes explorations connues.
Des preuves de contacts transocéaniques précolombiens, bien que rares et controversées, continuent d'alimenter ce débat. Il est aussi possible que ces similitudes reflètent une compréhension universelle du cosmos. Toutes les civilisations anciennes partageaient entre une même fascination pour les étoiles, une même volonté de donner un ordre à l'univers. La forme pyramidale, par exemple, n'est peut-être pas une invention spécifique Medela-Ansefandé, mais une réponse universelle aux lois de la gravité et de la stabilité structurelle. Elle incarne aussi un symbole puissant, la montagne sacrée reliant la Terre au ciel, l'axe autour duquel tourne l'univers. Ainsi, même sans contact direct, des peuples différents auraient pu aboutir naturellement à des conceptions semblables. Pourtant, certains détails semblent aller au-delà de la simple convergence. De nombreux sites mégalithiques partagent à travers des connaissances de géométrique avancées, des alignements stellaires précis et des calendriers complexes qui supposent un haut niveau d'observation et d'enregistrement. Dans certains cas, les techniques de construction elles-mêmes sont si similaires qu'elles suggèrent soit une transmission directe, soit une source commune. À Sacsayhuaman, au Pérou, les blocs de pierre s'emboîtent avec la même perfection que dans le temple de la vallée à Gizeh. À Baalbek, au Liban, les blocs massifs rappellent ceux utilisés dans les chambres internes de la Grande Pyramide. Ces ressemblances défient les explications conventionnelles. Il est également fascinant de constater que beaucoup de ces monuments partagent une fonction symbolique similaire. Ils sont souvent liés au culte des morts, à la régénération, à l'observation du ciel et à la quête d'immortalité. Cette convergence spirituelle suggère que, bien au-delà de leur aspect architectural, ils répondent à une même vision du monde. Partout, l'homme ancien semble avoir perçu l'univers comme un tout harmonieux, où les cycles cosmiques reflètent ceux de la vie et de la mort, et où l'architecture peut servir de médiateur entre le monde humain et le divin. La Grande Pyramide, dans ce contexte, apparaît moins comme une exception que comme une pièce centrale d'un ensemble mondial. Elle est l'un des nombreux messages gravés dans la pierre par une humanité qui, partout sur la planète, a cherché à dialoguer avec le cosmos et à inscrire son passage dans l'éternité. Peut-être ces monuments ne sont-ils pas seulement des œuvres d'art ou des prouesses techniques, mais les chapitres d'un récit global sur la quête humaine de sens. Ces parallèles planétaires nous invitent à reconsidérer notre conception de l'histoire. Ils suggèrent que l'humanité, bien avant l'avènement des civilisations modernes, partageait déjà une vision commune, fondée sur l'observation du ciel, la compréhension de la nature et la recherche de l'harmonie. Ils révèlent aussi l'existence d'une mémoire collective, inscrite non pas dans les mots, mais dans la pierre, dans les orientations, dans les proportions. Et si la Grande Pyramide n'était qu'un maillon d'une chaîne ininterrompue reliant les peuples anciens à travers l'espace et le temps? Et si tous ces monuments formaient un réseau silencieux, un héritage commun qui dépasse les frontières géographiques et culturelles? C'est peut-être là le plus grand message que ces structures cherchent à nous transmettre, que nous ne sommes pas seuls dans notre quête de sens, que nous marchons sur les traces de ceux qui, il y a des millénaires, regardaient déjà les étoiles avec les mêmes questions que nous. Mais ces parallèles, aussi fascinants soient-ils, soulèvent aussi des défis pour notre compréhension moderne. Ils remettent en question les cadres chronologiques établis, les récits historiques officiels et même la façon dont nous définissons le progrès. C'est pourquoi ils sont souvent accueillis avec scepticisme, voire rejetés par les institutions. Car accepter qu'il puisse exister un héritage mondial antérieur à l'histoire connue reviendrait à réécrire une grande partie de notre passé. C'est précisément cette résistance qui révèle une autre dimension du mystère, la tension entre la science traditionnelle et les hypothèses nouvelles. La Grande Pyramide et les monuments qui lui ressemblent ne définissent pas seulement notre compréhension du passé, ils définissent aussi nos certitudes sur la manière dont nous construisons la vérité. Pour comprendre pleinement leur signification, il faut explorer ce conflit, là où la science vacille face à l'inexplicable. C'est dans cette zone d'incertitude que s'ouvre le prochain chapitre de notre exploration. Depuis plus de 2 siècles, l'archéologie, l'histoire et les sciences connexes tentent de percer le mystère de la Grande Pyramide et de replacer son existence dans le récit cohérent de l'évolution humaine. Ces disciplines, nées de la raison et fondées sur des méthodes rigoureuses, ont apporté des réponses précieuses à d'innombrables questions. Pourtant, face à certains monuments, et particulièrement face à la Grande Pyramide, elles se heurtent à des énigmes qui définissent leur cadre théorique. Ces anomalies
ne sont pas de simples détails techniques ou des curiosités sans conséquence. Elles remettent en cause des pans entiers de notre chronologie, de nos modèles d'évolution sociale, de notre compréhension du savoir ancien. C'est ici, dans cette zone d'incertitude, que la science vacille. L'archéologie traditionnelle affirme que la Grande Pyramide fut construite vers 2560 avant notre ère par le pharaon Khéops, à l'aide de dizaines de milliers d'ouvriers utilisant des outils simples et des techniques rudimentaires. Ce récit enseigné dans les écoles et largement accepté repose toutefois sur un nombre étonnamment limité de preuves directes. Aucun texte contemporain ne décrit la construction. Aucune représentation n'illustre les travaux. Les rares indices disponibles, des graffitis attribuant l'édifice à Khéops, quelques inscriptions fragmentaires, sont loin de constituer des preuves irréfutables. Le scénario officiel demeure donc en grande partie hypothétique. Cette absence de documentation n'est pas anodine. Les Égyptiens étaient un peuple méticuleux, qui consignait les moindres détails de la vie quotidienne, de l'administration au rite funéraire. Pourquoi alors l'un des plus grands projets de leur histoire n'a-t-il laissé aucune trace claire ? Pourquoi ne trouve-t-on aucun registre détaillant l'organisation du chantier, les ressources mobilisées, les méthodes employées ? L'absence de réponse à ces questions constitue un premier point de tension entre l'histoire officielle et la réalité matérielle. Les outils supposés disponibles à l'époque posent un autre problème. Selon la version traditionnelle, les blocs de calcaire auraient été taillés avec des outils en cuivre, puis transportés sur des traîneaux en bois tirés par des hommes. Pourtant, les pierres les plus dures utilisées dans la pyramide, notamment le granit d'Assouan, sont extrêmement difficiles à travailler, même avec des outils modernes. Certaines surfaces sont polies à un degré de précision qui dépasse les capacités que l'on prête aux artisans de l'époque. Comment expliquer cette prouesse technique ? La science répond par des hypothèses: polissage long et laborieux, utilisation de sable abrasif, technique perdue, mais aucune ne convainc totalement. La question de la logistique soulève également des doutes. La pyramide est composée de millions de blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes. Leur extraction, leur transport sur des centaines de kilomètres et leur placement avec une précision millimétrique défient les modèles actuels de construction antique. Même en supposant un chantier gigantesque mobilisant des dizaines de milliers d'ouvriers pendant plusieurs décennies, les calculs montrent que la cadence nécessaire pour ériger la pyramide dans le délai supposé dépasse largement ce qui semble réaliste. Faut-il alors envisager que les Égyptiens disposaient de techniques dont nous n'avons pas conservé la trace ? La science moderne tente de répondre à ces questions en proposant des scénarios plus complexes: rampes monumentales, leviers ingénieux, systèmes de contrepoids. Certaines de ces théories sont plausibles, d'autres beaucoup moins. Mais aucune n'a pu être démontrée expérimentalement à l'échelle réelle et aucune ne rend compte de tous les aspects du monument. Ce fossé entre les modèles théoriques et la réalité observable est une autre zone où la science chancelle. L'archéologie se heurte aussi à un problème plus subtil, celui de la chronologie. Nous avons vu que les datations reposent souvent sur des indices indirects, parfois fragiles. Si la pyramide est plus ancienne que ce que l'on croit, alors une grande partie du récit de l'histoire humaine doit être réécrite. Cette possibilité est inconfortable pour la science, qui préfère s'appuyer sur des cadres bien établis. Reconnaître qu'un monument aussi sophistiqué puisse précéder de plusieurs millénaires l'apparition de l'État pharaonique bouleverserait les fondements de l'égyptologie et remettrait en cause notre conception de l'évolution sociale. Le scepticisme institutionnel joue ici un rôle majeur. Les théories qui remettent en question le récit officiel sont souvent rejetées comme spéculatives ou pseudo-scientifiques, même lorsqu'elles s'appuient sur des observations valides. L'histoire de l'archéologie est jalonnée d'exemples où des découvertes majeures furent d'abord ignorées parce qu'elles ne s'intégraient pas dans le modèle dominant. Il a fallu des décennies pour que des sites fantômes comme Göbekli Tepe soient reconnus pour ce qu'ils sont. Des preuves que des sociétés complexes existaient en bien avant ce que l'on croyait possible. Peut-être en ira-t-il de même pour la Grande Pyramide. La science vacille également face à des éléments qui semblent indiquer une connaissance bien plus avancée que celle attribuée à l'époque. L'orientation presque parfaite du monument vers les points cardinaux, la correspondance avec des phénomènes célestes, l'intégration de proportions liées à des constantes naturelles, autant d'indices qui suggèrent une compréhension approfondie de la Terre et du cosmos. Comment expliquer qu'un peuple censé être à peine sorti de l'âge du bronze ait possédé un tel savoir ?
l'hypothèse d'une transmission de connaissances anciennes ou d'une accumulation empirique sur des siècles est souvent avancée, mais elle reste largement spéculative. Face à ces anomalies, deux attitudes coexistent. La première, dominante, consiste à défendre le modèle existant, en multipliant les hypothèses explicatives, même si elles sont fragiles. La seconde, plus marginale, consiste à admettre que nous ne savons pas, que certaines réponses nous échappent encore, et à envisager la possibilité d'un passé plus complexe que celui enseigné. C'est cette seconde approche qui, bien que minoritaire, ouvre la porte à de nouvelles perspectives, car la science, dans son essence, n'est pas un ensemble figé de certitudes, c'est un processus d'interrogation continue. Elle progresse en remettant en question ses propres conclusions, en acceptant de douter, en cherchant au-delà des modèles établis. Lorsque des monuments comme la Grande Pyramide résistent à nos explications, ils ne réfutent pas la science. Ils lui rappellent ses limites. Ils montrent que le passé est plus vaste que nos théories, plus complexe que nos classifications. Il ne s'agit pas de rejeter les connaissances accumulées, mais de reconnaître qu'elles sont partielles. Peut-être que les Égyptiens ont effectivement construit la pyramide Mélénée, mais avec des techniques que nous ne comprenons plus. Peut-être qu'ils ont hérité d'un savoir plus ancien, transmis par des peuples oubliés. Peut-être même que notre chronologie est incomplète, et qu'une partie de l'histoire de l'humanité nous échappe encore. Quelle que soit la vérité, elle ne peut être découverte que si la science accepte de regarder au-delà de ses frontières. Ce moment où la science vacille n'est pas un échec, c'est une opportunité. C'est là, dans les zones d'ombre et d'incertitude, que naissent les découvertes les plus importantes. Les grandes révolutions scientifiques ont toujours commencé par des anomalies, des faits qui ne pensaient pas avec les modèles établis. La Grande Pyramide pourrait bien être l'une de ces anomalies, un rappel monumental que notre compréhension du passé est loin d'être complète. Dans cette lumière, le mystère du monument cesse d'être un simple puzzle archéologique. Il devient un miroir de notre propre ignorance, un défi lancé à notre curiosité. Il nous pousse à dépasser les frontières de ce que nous croyons savoir, à chercher de nouvelles explications, à écouter d'autres voix, même celles que l'on qualifie parfois d'hérétiques. Et parmi ces voix, certaines osent proposer des hypothèses radicales, rejetées par l'Académie mais persistantes dans l'esprit des chercheurs indépendants. Elles parlent de civilisations disparues, de savoirs perdus, de transmissions oubliées. Elles ne prétendent pas détenir la vérité, mais elles posent des questions que la science, pour l'instant, n'ose pas affronter. C'est vers ces hypothèses interdites, ces récits marginaux mais fascinants, que notre exploration se tourne désormais. Il existe dans les marges du savoir un territoire que la science institutionnelle refuse souvent d'explorer, un espace où les hypothèses sont jugées trop audacieuses, trop dérangeantes ou trop éloignées du consensus pour être prises au sérieux. C'est dans ce territoire que naissent les théories dites interdites, non pas parce qu'elles violent des lois naturelles, mais parce qu'elles défient les récits établis. La Grande Pyramide, monument qui résiste obstinément aux explications traditionnelles, est l'un des sujets qui ont le plus nourri ce type d'hypothèses. Certaines sont fantaisistes et relèvent un plus du mythe que de la science. D'autres, en revanche, posent des questions légitimes et s'appuient sur des observations réelles que l'archéologie officielle peine à expliquer. Elles ne sont peut-être pas toutes vraies, mais elles méritent d'être examinées, car elles ouvrent des horizons que la pensée conventionnelle ignore. L'une des hypothèses les plus anciennes et les plus controversées est celle d'une civilisation disparue ayant précédé toutes celles que nous connaissons. Cette idée, popularisée dès le XIXe siècle, suggère qu'un peuple doté d'une technologie et d'un savoir avancé aurait existé bien avant l'apparition de l'Égypte pharaonique. Selon cette théorie, la Grande Pyramide ne serait pas une œuvre du troisième millénaire avant notre ère, mais un vestige d'un âge beaucoup plus ancien, un héritage transmis aux Égyptiens qui, ne comprenant pas pleinement sa fonction, l'auraient réutilisé et intégré dans leur propre culture. Cette hypothèse repose sur plusieurs arguments: l'absence de traces claires de la construction, les anomalies techniques, l'orientation astronomique précise et des indices d'érosion suggérant une antiquité bien plus grande que celle admise. Certains chercheurs indépendants, comme Graham Hancock, ont défendu l'idée que cette civilisation pourrait avoir été détruite par un cataclysme global à la fin de la dernière ère glaciaire, vers 12 000 ans avant notre ère. Des récits de déluge universel présents dans de nombreuses traditions, de l'épopée de Gilgamesh à l'histoire biblique de Noé, pourraient en être les souvenirs transformés.
Si une telle civilisation a existé, elle aurait pu transmettre son savoir à des peuples plus jeunes, donnant naissance aux cultures historiques connues. La Grande Pyramide serait alors une archive de ce savoir ancien, un monument conçu pour survivre à la destruction et pour parler à des générations futures. Une autre hypothèse interdite avance que la pyramide n'était pas un tombeau, mais un instrument technologique. Selon cette vision, l'édifice aurait été conçu pour remplir une fonction précise liée à l'énergie, au son ou à l'eau. Certains chercheurs ont noté que les chambres internes présentent des propriétés acoustiques particulières, suggérant que la pyramide pourrait avoir été utilisée pour amplifier ou canaliser des vibrations. D'autres pensent que sa forme et son emplacement pourraient lui permettre d'interagir avec des champs d'énergie terrestres, peut-être pour produire ou concentrer une forme d'énergie naturelle. Bien que ces théories restent spéculatives, elles reposent souvent sur des observations concrètes. La présence de traces d'eau à l'intérieur, l'agencement des conduits, ou encore l'étrange composition de certaines pierres. Plus audacieuse encore est l'hypothèse d'un lien avec des civilisations non terrestres. Cette idée, bien qu'extrêmement controversée, repose sur un constat. La précision et la complexité de certaines réalisations anciennes dépasseraient largement les capacités technologiques supposées de l'époque. Pour certains, cela pourrait indiquer une influence extérieure, pas nécessairement des visiteurs venus des étoiles, mais peut-être une forme de connaissance reçue d'une source que nous ne comprenons pas encore. Dans ce scénario, la pyramide serait une sorte de message ou de balise, un point de contact entre l'humanité et une intelligence supérieure. Bien que ces théories soient souvent rejetées comme relevant de la science-fiction, elles continuent d'attirer l'attention parce qu'elles offrent une explication aux aspects du monument que la science traditionnelle n'éclaire pas. Il existe aussi des hypothèses plus symboliques, mais tout aussi fascinantes. Certaines suggèrent que la pyramide était une machine spirituelle, un outil destiné à transformer la conscience humaine. Sa forme, ses proportions, son orientation, ses chambres internes pourraient avoir été conçues pour créer un environnement propice à l'élévation de l'esprit, à l'expérience mystique ou à la communication avec des plans de réalité supérieure. Dans cette optique, la pyramide ne serait pas seulement un monument matériel, mais un dispositif métaphysique, un lieu où l'homme pouvait se rapprocher du divin. Ce qui rend ces hypothèses si dérangeantes pour la science, c'est qu'elles bouleversent nos catégories. Elles effacent les frontières entre archéologie, physique, cosmologie, anthropologie et spiritualité. Elles exigent une vision du passé qui n'est plus linéaire mais cyclique, qui n'est plus confinée à la Terre mais ouverte à l'univers, qui n'est plus fondée uniquement sur l'observation matérielle mais aussi sur l'expérience humaine dans toute sa complexité. Accepter, ne serait-ce qu'une partie de ces idées, reviendrait à réécrire non seulement l'histoire de la pyramide, mais aussi celle de l'humanité. Il était pourtant important de souligner que ces hypothèses interdites ne doivent alors pas être acceptées aveuglément. Elles ne sont pas des vérités établies, mais des pistes de réflexion. Leur valeur ne réside pas dans leur certitude, mais dans leur capacité à élargir le champ des possibles. Elles rappellent que la science elle-même est née de questions jugées, autrefois absurdes ou hérétiques. Des idées considérées comme impossibles, que la Terre tourne autour du Soleil, que des continents dérivent, que la matière se compose d'atomes invisibles, sont devenues des évidences parce que des esprits courageux ont osé les formuler malgré l'opposition. Peut-être en ira-t-il de même pour certaines de ces hypothèses. Peut-être qu'un jour, des preuves tangibles viendront confirmer l'existence d'une civilisation disparue ou révéler la véritable fonction de la pyramide. Peut-être découvrirons-nous que nos ancêtres possédaient des connaissances dont que nous avons oubliées, ou que leur compréhension de la réalité dépassait la nôtre à bien des égards. Ou peut-être que ces théories resteront à jamais dans le domaine de l'imagination, rappelant simplement que l'inconnu est infini. Quoi qu'il en soit, leur existence même joue un rôle crucial. Elle nous oblige à remettre en question nos certitudes, à considérer d'autres points de vue, à reconnaître que notre compréhension du passé est encore incomplète. Elle nous rappelle que la vérité n'est pas un monolithe figé, mais un horizon qui recule à mesure que nous avançons. La Grande Pyramide, dans cette lumière, n'est plus seulement un monument du passé. Elle devient un miroir de nos propres limites, de notre soif de comprendre, de notre désir d'aller au-delà de ce qui est connu. Et c'est précisément ce désir qui nous pousse à continuer d'explorer, d'interroger, de chercher. Car au-delà des hypothèses interdites se trouve une question plus profonde encore. Pourquoi l'histoire oublie-t-elle ? Pourquoi certaines vérités disparaissent-elles dans les sables du temps, tandis que d'autres survivent ?
C'est dans cette exploration de la mémoire collective de l'humanité et de ses silences que se trouve la prochaine étape de notre voyage. Dans les profondeurs de la conscience humaine existe une mémoire qui dépasse les générations, les nations et les civilisations. Elle n'est pas écrite dans les livres, ni conservée dans les bibliothèques, ni même toujours transmise par la parole. Elle habite les mythes, les symboles, les rêves, les intuitions qui traversent les âges. Elle s'exprime parfois dans des traditions que l'on ne comprend plus, dans des rituels dont on a oublié l'origine, ou dans des monuments dont la fonction nous échappe. Cette mémoire collective, que certains appellent inconscient culturel, agit comme un écho lointain d'événements survenus il y a des millénaires, et elle pourrait bien contenir les clés de la véritable histoire de l'humanité, celle que nos chronologies officielles ont effacée. La Grande Pyramide, comme d'autres monuments antiques, semble être l'un des réceptacles de cette mémoire. Son existence ne se limite pas à la pierre et à l'architecture. Elle agit comme un miroir qui reflète une vérité plus vaste, celle d'une humanité qui, depuis toujours, cherche à comprendre son origine et sa place dans l'univers. Même si les peuples changent, même si les langues disparaissent, cette quête demeure. Et dans cette quête, certaines images reviennent sans cesse. Une civilisation perdue, un âge d'or révolu, un savoir oublié, un lien entre le ciel et la terre. Ces motifs, présents dans les mythes de peuples éloignés, témoignent d'un souvenir partagé, un souvenir qui ne peut être expliqué par le hasard. Les travaux du psychologue Carl Gustav Jung ont montré que l'humanité possède un inconscient collectif, un réservoir d'archétypes communs qui se manifestent dans les rêves, les légendes et les symboles. Parmi ces archétypes, certains reviennent avec insistance. Le déluge, la montagne sacrée, le héros civilisateur, la chute d'un monde ancien. Pourquoi ces thèmes apparaissent-ils dans des cultures qui n'ont jamais été en contact? Pourquoi leurs récits sont-ils si similaires malgré les distances et les siècles? Peut-être parce qu'ils sont les vestiges d'une mémoire collective bien plus ancienne que les sociétés qui les portent. Cette mémoire agit aussi dans les traditions religieuses. Le mythe d'un paradis perdu, qu'il s'agisse de l'Éden biblique, de l'Atlantide platonicienne ou du Zep-Tépi égyptien, est omniprésent. Il raconte toujours la même histoire. Un monde harmonieux, détruit par une faute ou une catastrophe, dont il ne reste que des traces. De même, l'idée d'un savoir originel transmis aux premiers hommes, par des dieux, des sages ou des êtres venus d'ailleurs, se retrouve dans toutes les grandes civilisations. Elle suggère que nos ancêtres ont peut-être été les héritiers d'un savoir plus ancien, dont nous avons conservé l'écho mais oublié l'origine. Cette mémoire collective ne se limite pas aux mythes, elle s'incarne aussi dans les pratiques. L'orientation astronomique des monuments, la répétition de certaines proportions dans l'architecture, l'usage de symboles similaires sur des continents différents sont peut-être autant d'expressions inconscientes de souvenirs anciens. Même lorsque les peuples n'en comprenaient plus la signification, ils ont continué à reproduire des formes, des rites et des structures hérités d'un passé immémorial. Comme si l'humanité entière obéissait à une impulsion inscrite dans sa mémoire profonde. Cette idée soulève une question fascinante, et si certaines de nos connaissances modernes n'étaient pas de véritables découvertes, mais des redécouvertes, l'histoire des sciences regorge d'exemples où l'on a réinventé des savoirs que d'autres civilisations maîtrisaient point déjà. L'astronomie, la géométrie, la médecine, l'architecture, dans bien des cas, ce que nous croyons avoir découvert n'est peut-être que la réapparition d'un savoir oublié. La Grande Pyramide, avec ses alignements célestes, ses proportions précises et son symbolisme cosmique, pourrait être un vestige de ce savoir primordial, transmis inconsciemment à travers les âges. Mais pourquoi cette mémoire collective s'efface-t-elle? Pourquoi tant de connaissances, tant d'histoires, tant de vérités disparaissent-elles pour ne laisser que des traces floues? L'une des réponses réside dans la nature même de l'histoire humaine. Les civilisations naissent, prospèrent, déclinent et disparaissent. Les catastrophes naturelles, les guerres, les migrations, les effondrements sociaux effacent les archives et détruisent les monuments. Ce qui survit, c'est ce qui a été intégré profondément dans la culture, les mythes, les symboles, les rituels, car ils peuvent être transmis sans écriture, portés par la parole, l'art ou les traditions. Un autre facteur est notre tendance à réécrire l'histoire. Chaque civilisation, chaque époque reconstruit le passé à son image, éliminant ce qui ne cadre pas avec son récit. Des savoirs considérés comme dangereux, des récits jugés hérétiques, des vérités perçues comme subversives, sont souvent effacés ou déformés. L'histoire n'est pas un enregistrement neutre, c'est un récit façonné par ceux qui détiennent le pouvoir. Ainsi, une grande partie de notre mémoire collective a été perdue, non pas par accident, mais par choix.
Pourtant, certaines traces subsistent malgré tout, indestructibles et silencieuses. Les monuments comme la Grande Pyramide sont parmi elles. Ils sont trop grands pour être effacés, trop énigmatiques pour être ignorés. Ils agissent comme des encres de mémoire, rappelant à l'humanité qu'elle n'a pas commencé il y a 5000 ans, mais bien avant dans un passé dont elle n'a plus qu'une intuition. Ces pierres immuables sont les témoins d'une histoire plus ancienne que l'histoire, une histoire qui ne demande qu'à être redécouverte. Cette mémoire collective a une fonction essentielle. Elle relie l'humanité à son passé et lui offre des repères pour son avenir. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les premiers à chercher le sens de notre existence, à construire des sociétés, à explorer le cosmos. Elle nous enseigne aussi l'humilité. Ce que nous croyons être des accomplissements uniques sont peut-être des répétitions d'anciennes réussites. Elle nous incite enfin à interroger ce que nous croyons savoir, à ouvrir notre esprit aux possibilités que nous avons longtemps rejetées. Il est possible que cette mémoire soit plus qu'un simple héritage psychologique. Elle pourrait être une forme d'intelligence collective, une manière dont l'humanité se souvient d'elle-même à travers le temps. Dans ce cas, comprendre la Grande Pyramide ne serait pas seulement un exercice archéologique ou historique, mais aussi une exploration de notre propre esprit. Car dans ces pierres, dans ces alignements, dans son silence, se reflète notre désir le plus profond, celui de nous souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons. La mémoire collective de l'humanité, avec ses omissions, ses réinventions et ses survivances, ne nous livre pas un récit linéaire. Elle nous offre plutôt un miroir fragmenté, un puzzle dont les pièces sont dispersées à travers le temps et l'espace. Mais si nous savons les assembler, elles dessineront peut-être une image plus complète de notre passé. Et dans cette image, la Grande Pyramide apparaîtra non pas comme une anomalie, mais comme une clé, une porte qui relie l'homme moderne à ses origines les plus lointaines. C'est dans ce cadre que prend tout son sens le dernier chapitre de notre exploration. Car derrière le voile de la mémoire, au-delà des mythes et des hypothèses, demeure un silence. Celui des pierres elles-mêmes qui continuent d'exister sans parler, comme si elles attendaient que nous soyons prêts à entendre ce qu'elles ont à dire. C'est vers ce silence, vers le message ultime que la pyramide porte dans son immobilité millénaire, que nous devons maintenant tourner notre regard. Il est une vérité étrange et profonde qui se cache derrière la Grande Pyramide. Elle ne parle pas. Elle ne raconte pas d'histoire dans une langue que nous comprenons, n'explique pas son but dans des inscriptions, ne se justifie pas par des textes, elle se contente d'exister. Immobile, silencieuse, implacable, elle défie le temps et les interprétations humaines. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que réside peut-être son message le plus important. Comme si les bâtisseurs avaient compris que certaines vérités ne peuvent pas être dites, mais seulement ressenties. Comme si, en érigeant ce monument, ils avaient voulu que l'humanité se confronte non pas à des réponses, mais à des questions. Depuis des siècles, les chercheurs, les explorateurs et les rêveurs essaient de lui faire dire quelque chose. Ils la mesurent, la sondent, la photographient, la modélisent. Ils la dissèquent en hypothèses, en calculs, en récits. Pourtant, plus nous en apprenons sur elle, plus elle semble insaisissable. Chaque découverte soulève de nouvelles énigmes. Chaque explication laisse place à une autre, tout aussi plausible. Comme si la pyramide avait été conçue pour résister non seulement à l'érosion du temps, mais aussi à celle des certitudes humaines. Elle ne se laisse pas réduire à une seule fonction, ni enfermer dans une seule théorie. Elle est tombeau et temple, observatoire et symbole, énigme et miroir. Ce silence est si frustrant pour notre esprit moderne, habitué à chercher des explications rationnelles à tout. Nous voulons savoir qui l'a construite, quand, comment, pourquoi. Nous voulons une réponse claire, définitive, documentée. Mais la pyramide, elle, ne répond pas. Elle ne confirme ni n'infirme. Elle se dresse simplement là, comme une question pétrifiée. Et c'est peut-être cela, justement, son plus grand enseignement, nous rappeler que tout ne peut pas être expliqué, que certaines réalités dépassent notre entendement, que le mystère a sa place dans le monde. Dans ce silence assaillant, il y a aussi une forme d'humilité. La pyramide nous rappelle que nous ne sommes qu'un maillon dans une chaîne immense, que d'autres peuples ont vécu avant nous, ont pensé, rêvé, construit. Certains ont atteint des sommets de savoir que nous commençons à peine à redécouvrir. D'autres ont disparu sans laisser de traces, emportant avec eux des connaissances que nous avons perdues. Le monument nous confronte à notre propre ignorance. Il nous montre combien peu nous savons, combien étroite est notre vision du temps. Combien vastes sont les territoires de l'inconnu.
Pourtant, ce silence n'est pas vide. Il résonne d'un message subtil, presque imperceptible, que chacun peut entendre s'il prend le temps d'écouter. Il parle de patience et de persévérance, de l'effort colossal nécessaire pour ériger un tel édifice. Il parle d'unité, du travail collectif d'êtres humains mus par une vision commune. Il parle de transcendance, du désir universel de se relier à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit les dieux, les étoiles ou l'éternité. Il parle enfin de mémoire, de la volonté farouche de laisser une trace qui défie le temps. Le silence de la pyramide est aussi un miroir. Il reflète les époques qu'il observe, les sociétés qui tentent de l'interpréter. À l'époque des Grecs, elle était vue comme une œuvre divine. Au Moyen Âge, elle devenait un symbole mystique. À la Renaissance, un objet d'étude scientifique. Aujourd'hui, elle est un puzzle archéologique et une source de théories multiples. À chaque époque, elle change de sens sans jamais changer de forme. Elle nous montre moins ce qu'elle est que ce que nous sommes. Des êtres en quête de sens, projetant sur elle nos espoirs, nos peurs et nos imaginaires. Il est possible que les bâtisseurs aient voulu cela. Créer un monument dont le but ultime ne serait pas d'enseigner une vérité figée, mais d'éveiller la curiosité éternelle. Une structure si monumentale, si parfaite, si énigmatique, qu'elle obligerait ceux qui la contemplent à se poser des questions fondamentales sur l'histoire, la connaissance, le cosmos et eux-mêmes. Peut-être leur intention n'était-elle pas de livrer des réponses, mais de nous inviter à penser plus grand, à chercher plus loin, à rêver plus haut. En ce sens, la pyramide est bien plus qu'un édifice. Elle est un dialogue silencieux entre les âges. Chaque génération y apporte ses questions, et chacune en repart avec davantage de mystère. Elle nous rappelle que le savoir n'est pas une destination, mais un chemin, que la vérité n'est pas une possession, mais une quête. Et dans cette quête, le silence est aussi important que les mots, le mystère aussi précieux que la connaissance. Ce silence nous enseigne également quelque chose sur la nature de la mémoire humaine. Les mots s'effacent, les empires tombent, les civilisations s'oublient. Mais certaines choses survivent parce qu'elles ne disent de rien, parce qu'elles n'ont pas besoin de se justifier. Elles deviennent des symboles intemporels, capables de traverser les âges sans se déformer. La pyramide est l'un de ces symboles. Elle est la preuve que l'humanité peut communiquer à travers les millénaires, non pas par des discours, mais par des formes, des gestes, des intentions. En regardant la grande pyramide aujourd'hui, nous ne regardons pas seulement un monument ancien. Nous contemplons notre propre reflet dans le miroir du temps. Nous voyons ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous pourrions devenir. Nous voyons la continuité de notre curiosité, la persistance de nos rêves, la profondeur de notre désir de comprendre. Nous voyons aussi nos limites, nos incertitudes, notre incapacité à tout saisir. Et peut-être est-ce là le plus beau message de la pierre, nous rappeler que le mystère est une part essentielle de l'expérience humaine. Car au fond, ce que la pyramide nous enseigne n'est pas comment elle a été construite ou par qui, mais pourquoi nous avons besoin de poser ces questions. Elle nous dit que la recherche de la vérité est ce qui nous définit, que c'est dans notre soif de savoir que réside notre humanité. Elle nous invite à poursuivre cette quête sans jamais croire qu'elle est sans terminer. Dans le silence de la pierre, il y a une promesse, celle que, tant que nous continuerons à chercher, à explorer, à nous émerveiller, nous ne cesserons jamais d'évoluer. Et peut-être, un jour, nous comprendrons enfin ce que ce monument cherche à nous dire depuis des millénaires, ou peut-être pas. Peut-être que le mystère demeurera toujours, comme un rappel de notre petitesse face à l'immensité du temps et de l'univers. Quoi qu'il en soit, la grande pyramide restera là, immuable, défiant les siècles et les certitudes, gardienne d'un secret que personne n'a encore percé. Elle continuera d'inspirer les chercheurs, les poètes, les rêveurs. Elle continuera d'être un pont entre le passé et l'avenir, entre la terre et le ciel, entre l'humain et l'éternel. Et dans ce silence infini, elle continuera de murmurer à ceux qui savent écouter: l'histoire de l'humanité est bien plus vaste, plus ancienne et plus mystérieuse que tout ce que nous avons jamais imaginé. Ainsi s'achève ce voyage à travers le mystère de la Grande Pyramide, un voyage qui, en réalité, ne se termine jamais. Car tant que le monument se dressera sous le soleil de Gizeh, tant que ses ombres glisseront sur le sable au fil des jours et des saisons, il continuera de nous inviter à nous interroger, à douter, à rêver. Et dans cette invitation silencieuse réside peut-être la plus grande vérité de toutes, que le mystère n'est pas une énigme à résoudre, mais une présence à contempler.